Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Merci encore pour votre fidélité, les nombreux messages d'encouragement. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous, ça nous aide grandement. Pour cette nouvelle émission, on va aborder l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, ses passions. Il nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra avec moi aux questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare, et on abordera un sujet qui lui tient à cœur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Alexis alias The Noob, ambassadeur Sorare, streamer et créateur de contenu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan alias SR Erwan, animateur du Sorare Show et joueur Sorare depuis début 2020. Salut Erwan. Salut Mehdi. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. D'animateur à animateur, puisque t'es l'animateur du Sorare Show. Voilà, moi j'attends que quelqu'un aussi puisse m'interviewer. Écoute, c'est vraiment très très cool de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, même si tu as un nom déjà connu, en tout cas pour ceux qui suivent le Sorare Show, évidemment tout le monde te connaît, mais est-ce qu'ils connaissent Erwan un peu plus en détail? Écoute, déjà merci à toi pour l'invitation. Je suis très content de faire le podcast avec toi. Effectivement, les gens me connaissent sur Sorare puisque je suis aussi l'animateur du Sorare Show. Donc moi c'est Erwan, comme tu l'as dit. Je suis actuellement étudiant en école de commerce à Schema Business School. Petit bonjour à tous les étudiants de Schema, s'il y en a qui nous écoutent dans le podcast, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Là, récemment, j'ai été pris chez SD en tant que stagiaire, donc Sorare Data. Donc je suis le premier stagiaire chez Sorare Data, qui est la plus belle application sur Sorare. Tout le monde la connaît, je pense. Et je vais m'occuper de tout ce qui va être relation client. Donc, dès que vous avez une question ou quoi que ce soit, c'est à moi que vous aurez à faire désormais. Voilà. Donc, service après-vente chez Maxime. C'est ça, tout à fait. Tout ce qui va être relation client, retour de feedback, etc. Je vais m'occuper de centraliser tout ça et de, on le dire au gros boss, quoi. Étudiant, tu as quel âge? Alors là, j'ai 27 ans, j'ai pris du retard dans mes études. Comme quoi, on n'a jamais de retard finalement. J'ai commencé en fait après mon bac S avec la chimie. Puisqu'en fait dans ma tête quand tu fais S tu dois faire quelque chose en rapport avec la science. Donc j'ai fait chimie, puis ensuite je me suis spécialisé, j'ai fait 2 ans de chimie, puis j'ai travaillé 1 an, j'ai vu que c'était compliqué le travail, puisque j'ai travaillé à Auchan, je faisais de la mise en rayon quoi, et que c'est compliqué de travailler, ce genre de travail c'est vraiment très très compliqué. Donc je me suis remis dans les études, j'ai fait une licence d'éco. Puis ensuite, je suis passé à Schema en M1. Il y a très très peu de jeunes quand même qui arrivent à trouver leur voie à 18, 19, 20 ans, donc... C'est ça. Ouais, franchement, t'es loin d'être une exception. Et tu viens de quelle région? Tu habites où? Alors là, j'habite à Paris actuellement, mais sinon, moi, je viens de Charente. Pour ceux qui connaissent, Angoulême, petite ville en Charente, avec le festival de la BD. Mais je suis pas fan de BD, j'y suis jamais allé, mais voilà. On partage le même, on dit avec la Belgique aussi, c'est un pays de BD, il y a pas mal d'expositions aussi très connues en Belgique, donc je suis pas un super fan non plus de BD, même si ça va encore. Et supporter du Stade Rennais, dans ta bio Twitter. Ah bah oui, je suis Erwan, je pense que je mens en personne en disant que je suis breton aussi. Et du coup, supporter du Stade Rennais depuis ma tendre enfance. Je me rappelle encore du but à la 90e des Lillois qui nous prive de la 3e place, je sais plus quelle année. Voilà, c'est vraiment là où j'ai commencé à supporter le Stade Rennais, et maintenant là je souffre plus. Là c'est full plaisir, le Stade Rennais on est trop fort. Voilà. On reviendra tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a une question qu'on avait reçue dans le fil Twitter qui parle justement de la future place des Rennais, mais on y reviendra plus tard. D'ailleurs, j'aurai une question aussi par rapport au gardien de but. Pas de souci, je suis là. Alors, comment est-ce que tu as connu Sorare? Parce que tu es inscrit depuis le 10 janvier 2020. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Ouais, écoute, peu de monde le sait. Je pense que honnêtement, personne ne le sait comment j'ai connu Sorare. C'est assez drôle. Alors comme j'ai dit, je suis étudiant à Schema et j'avais mon année de césure, puisque là je suis en M2, donc j'avais mon année de césure entre M1 et M2, c'est-à-dire une année de césure c'est quand on fait 1 an de stage. Et j'ai toujours été passionné de crypto-monnaie. Donc je voulais faire un stage en rapport avec les crypto-monnaies. J'ai réussi à avoir un stage au sein de CoinHouse, qui est le broker français dans les crypto-monnaies, donc pour acheter ou pour vendre, en décembre 2019. Et là, je rencontre Brian, qui est actuellement chez Sorare. Ohagan. Enfin,
Voilà, exactement, qui travaille chez Sorare. Je le rencontre à Coinhouse, puisque lui, il était chez Coinhouse à ce moment-là. Et tout de suite, on accroche, etc. Un jour, écoute, justement, vers janvier, ou même, non, je crois que c'était fin décembre, je le vois sur son ordi, et je le vois qu'il joue à un jeu de cartes comme ça, là, mais je vois des cartes de joueurs, je dis, mais mec, c'est quoi ça, tu joues à quoi? Il me dit, ça, c'est Sorare, fantasy football et tout. Je dis, non, mais attends, là, il y a pas tous les joueurs. Il me dit, non, il y a que la Belgique. Je dis, mais il est nul ton jeu. Il est nul ton jeu. Et du coup, passe un peu de temps. Puis, comme tu l'as dit, en janvier, je m'inscris finalement, puisqu'il y a plusieurs autres clubs qui viennent, tu vois. Je crois qu'il y avait le Benfica, l'Atlético. Je me dis, bon, pourquoi pas. Et là, je tombe amoureux du jeu. Je tombe vraiment amoureux du jeu, le système et tout. Je dis, oh là, mais franchement, c'est top, quoi. Et à l'époque, je sais que d'autres sont passés. Il y a eu The Noob, Banzai, et même Jobs, je crois, qui est arrivé assez tôt, finalement. Mais le jeu était complètement différent. Et du coup, franchement, moi, j'ai tout de suite aimé le concept. Maintenant, Mais t'as aimé le concept quand il y avait autre chose que la Jupiler League. Voilà. Franchement, t'as franchi le pas après. T'as pas fait comme The Noob qui a dit, ah non, lui, il est trop. Je vais plus aller là-dessus. Toi, t'as attendu quand même qu'il y ait un autre gros club, d'un plus gros championnat, avant de franchir le pas. Non mais attends Mehdi, mais qui peut franchir le pas quand il y a que la JPL? Franchement, faut être fou. Déjà il y a The Noob, Banzai peut-être. Je sais. Je sais plus quand il s'est Non, Banzai c'est après moi, c'est 2 mois après je crois. Ok. Ouais. Mais The Noob, ouais. Non mais qui fait ça? Moi je lui dis tout le temps, mais comment t'as fait? Franchement, même si Xavier Niel il avait investi dans l'entreprise, jamais j'y serais allé, quoi. Et si je connaissais pas Brian, voilà. Donc Brian continuait à travailler à Coinhouse à l'époque, il était pas chez Sorare. Et puis il part en, je crois, janvier ou février, puis après il va chez Sorare. Donc là, c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement c'était un bon jeu. Enfin, je faisais confiance en fait, tu vois, plus parce que j'avais quelqu'un que je connaissais qui travaillait au sein de l'entreprise, donc j'avais beaucoup plus confiance à leur capacité, enfin à leurs compétences, quoi. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Julia, puisque en fait ils avaient fait un petit sonde. Enfin, en gros, ils voulaient sonder les joueurs, les anciens joueurs et tout, pour le futur gameplay, je me rappelle. Mais là, je te parle de ça, c'était en 2020, donc c'était complètement différent. Et quand j'ai rencontré Nicolas Julia, franchement, j'ai vu un homme en mission. Et je pense que c'est ce qu'on peut voir de lui. C'est quelqu'un qui a l'air d'être en mission, il veut apporter les NFT mainstream, c'est son bébé. Et quand je vois quelqu'un comme ça, je prends tout de suite confiance. Et c'est pour ça que je suis resté, quoi. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui donne, t'as raison, qui donne confiance. Quand on voit ses interventions sur de plus en plus d'émissions, c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui fait connaître de plus en plus Sorare. Il est, comme tu dis, il est déterminé, il veut vraiment amener Sorare au super high level, donc vraiment que ça devienne la plateforme incontournable du jeu fantasy et des collectibles NFT. C'est vrai que c'est encourageant. Et c'était à quelle période où tu l'avais rencontré? C'était quoi, juste après que tu aies commencé à jouer ou quelques mois non, plus tard? c'était peut-être juillet, tu vois. Je me rappelle, il y avait que West Ham en Angleterre. Et je lui dis, il m'a posé une question, il me dit, ouais, qu'est-ce qui te ferait rêver et tout. Je dis, peut-être beaucoup plus de clubs anglais. Et il me dit, là, on a un gros qui arrive. Il me dit, West Ham, c'est rien comparé à celui qui arrive. Et c'était, du coup, janvier 2021 où il y a eu Liverpool. Je dis, oui, effectivement, après, il a pas eu tort, tu vois. Mais ouais, et tu l'avais rencontré à Paris Ouais, dans les anciens locaux. Ok. Enfin, les anciens locaux. Donc, il y avait toute l'équipe aussi. Il y avait Pierre, il y avait Adrien. Il y avait Romain, je crois. Enfin, il y avait pas mal d'équipes. Il y avait pas mal de gens. Et Brian les a rejoints alors un peu plus tard, quoi. Je crois que Brian travaillait avec eux en freelance et qu'après, effectivement, il les a rejoints quand il est parti de Coinhouse. Parce que lui aussi a dû vraiment accrocher au concept. D'ailleurs, je devrais le contacter. Brian, apparemment, il vit à Bruxelles. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, maintenant, il vit à Bruxelles. C'est ce que j'ai entendu. Je vais lui envoyer un petit mail. Histoire qu'on aille voir un petit match de l'Union, parce que j'ai appris aussi qu'il est fan de l'Union Saint-Gilloise. Tout à fait. Il est fan de l'Union et du Red Star à Paris. Du Red Star, banlieue de Paris, les Verts de Paris. Exactement. Ouais, incroyable. Ouais. Et de l'Union, ouais, il est vraiment fan. Il dit, regarde Mitoma. Le god de Kawasaki qui part à l'Union. Ah ouais, non, en plus, il est bien. Il est vraiment bien, le Mitoma. Après, il faut voir s'il va rester, parce que si j'ai bonne mémoire, il appartient à Brighton, non? Ouais, c'est ça. Après, il a pas non plus joué beaucoup. Enfin, non.
Bon, bah après, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Il n'a qu'à prendre exemple sur Morioka, là. Même si Morioka, depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça va mieux, Mehdi. Ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Mais il fallait qu'il soit de nouveau titulaire, tu vois. Il est titulaire et puis il tape 90 ou pas loin, donc il faut un petit temps. Revenons à ta présentation. Alors, tes passions, quelles sont-elles à part... le foot, bien évidemment. Ouais. Le foot. Alors, comme j'ai dit, moi, j'adore tout ce qui est nouvelles technologies, NFT. Voilà, j'ai d'autres NFT que Sorare. Le Comme sport. quoi Le sport. Quel genre de NFT tu as? Écoute, par exemple, là, j'ai un NFT Asprey Bugatti. Donc, c'est une coopération entre Asprey et Bugatti qui va nous donner le droit d'avoir une sculpture Asprey, par exemple, en physique. Et aussi des invites pour Bugatti. Sinon, j'ai des Los Muertos que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et je suis sur Exclusivable, qui est un projet qui est porté par Thibault Launay, qui est aussi joueur Sorare, sous le nom de Camembert, qui avait acheté Cristiano Ronaldo en unique. C'est un gros collectionneur des joueurs du Real, ça, lui, non? Ouais, il adore le Real, et que j'ai pu rencontrer aussi. Et puis comme je vous l'ai dit avec Nicolas, où j'avais l'impression qu'il est en mission, Thibaut, quand j'ai pu le rencontrer, j'avais un peu aussi cette impression qu'il est en mission, mais lui, du coup, il s'occupe plus du secteur du luxe. Il n'y a pas de rapport avec le foot, mais voilà. C'est toujours intéressant de rencontrer les porteurs de projets enfin, tu sais, les petites startups, comme ça, tu vois vraiment quel état d'esprit ils ont, surtout parce que moi, j'ai pas envie d'un mec qui fasse sa startup juste pour gagner de l'argent, quoi, et être riche. Faut vraiment quelqu'un qui soit en mission. Je pense que c'est comme ça et qui vise le long terme, quoi. Ouais. Et mon chat, je suis passionné de mon chat, moi. Je l'aime très fort. Je fais un petit Comment il s'appelle ton chat? Smack. Il a quel âge? Vas-y, présente. Là, il a eu 1 an le 12. Donc là, ça fait pas longtemps. Et c'est un peu ta la mascotte du Sorare Show, non? Je l'ai déjà vu quelques fois. Des fois il vient, mais bon. Les chats de The Noob sont plus... Voilà, des fois ils viennent aussi. On est très chats. On devrait faire une rencontre entre chats, écoute. et le sport en général aussi? Ouais, j'adore le sport en général. Je suis un ancien joueur de Paris sportif. Ouais, bien sûr. Fitness, enfin musculation, quoi. Et football, j'en faisais avant. Je fais des fives aussi de temps en temps avec Maxime de Sorare Data d'ailleurs. Et ouais, sinon j'aime beaucoup tous les sports, basket, football américain, tennis, j'adore. Donc tu les attends sur Sorare bientôt? Tout à fait, on attend ça avec impatience. On garde des éthers de côté pour pouvoir participer aux enchères. D'ailleurs, j'ai vu passer un truc, là, je suis revenu de vacances, j'ai vu passer un petit truc sur Twitter, rumeur, j'en sais rien, mais il parlait de NFL, comme quoi ça serait peut-être le premier sport américain à débarquer sur J'ai vu ça. Franchement, ça serait la folie, parce que pour le coup, la NFL ou la NBA, je trouve que c'est des sports qui se prêtent encore plus aux fantasy que le football, parce que on se plaint beaucoup du scoring sur le football, notamment des 6 ou des latéraux, tu vois, qui sont difficiles à scorer. Mais franchement, en NFL, honnêtement, tout est, au niveau, en termes de statistiques, c'est incroyable. Donc je pense que pour créer un scoring exact, tu vois, c'est plus facile. Ouais, les Américains, ils ont l'habitude de ça depuis des années, puisqu'ils font ils organisent des tournois fantasy depuis des années et des années et des années, où tout est bien rodé. Alors, pour le coup, je sais pas qui prend les stats des sports américains. NFL, je suis un peu moins, même si j'aime beaucoup le sport. Mais NBA, pour le coup, ça c'est un peu plus facile. NBA, t'as les pourcentages de réussite, les rebonds, les assists, les paires de balles. Donc, écoute, on verra, on attend. Tu gardes des éthers sur le côté pour diversifier un peu ta galerie, on va dire ça. C'est ça, parce que ça m'intéresse quand même. Là, tu parles de NBA. Pour moi, j'ai réfléchi, vraiment le seul que tu pourras pas bien scorer, tu sais, c'est les mecs qui font du travail défensif et qui sont pas bien les travailleurs de l'ombre. Voilà. Mais bon, je pense pas que ça soit... Après, comme tu disais, c'est un peu plus un état d'esprit américain. Donc eux, ils vont plus, de toute façon, ils vont un peu s'en foutre de ça, tu sais, eux, ils aiment bien les scoreurs, les mecs qui font des highlights, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que le NBA, ça se prête vraiment bien à soir, quoi, pour le coup, encore mieux que le foot. Ouais, c'est vrai que le travail défensif, c'est compliqué, à part des interceptions ou des blocs, ou il y a une autre stat à voir si Sorare va les prendre, c'est les deflections. Donc c'est quand tu oui, c'est vrai, quand tu détournes la balle, en fait.
Ouais, quand tu te détournes, donc c'est pas vraiment une interception, c'est pas vraiment des contres, mais tu dévies la balle et finalement tu changes un peu le cours de jeu. Bon voilà, après c'est compliqué à mettre ça à prendre ça en compte. On verra bien. Écoute, merci pour cette petite présentation, Erwan. On va attaquer maintenant ton aventure Sorare. Alors avant de débuter, donc je rappelle, tu t'es inscrit le 10 janvier 2020. Alors t'as beaucoup de cartes. T'as 67 cartes limited. T'as 4 cartes uniques, je commence par les petits nombres. T'as 134 super rares et dans les super rares, t'as des super rares de super rares. Ça a vraiment du magnifique, quoi. Là, en gardien, rien qu'en gardien, t'as 22 Vort, t'as Navas, bon, à mon avis, il va changer de club, Van Krombrug, et puis en joueur, c'est juste énorme. Des cartes rares, t'en as plus de 319, donc t'as 10 gardiens, ouais, super rares. Dans les défenseurs, par là, t'as Lucas Hernandez, par exemple, t'as Daley Blint, ça se prendra, je crois que j'avais besoin d'une heure pour présenter un peu, mais tes meilleurs joueurs. Donc en super rare, t'as Marquinhos, t'as Tadic, t'as Coman, t'as la super pépite Moussiala, t'as le GOAT à moi, mon GOAT à moi c'est Morioka, t'as Carles Gil, Dybala, donc Hernandez, j'ai dit Immobilier, etc. Et même en unique, t'as Mkhitaryan quand même, qui est pas manchot, t'as un joueur que j'aime beaucoup, et j'espère qu'il va prendre un peu plus d'ampleur dans le futur, c'est Ezequiel Palacios, du Bayern, qui jouait J'adore ce joueur, mais bon, il a quelques pépins physiques, il a du mal à rentrer de manière certaine dans le 11 titulaire. Et donc voilà, 300. Alors la valeur de ta galerie, à l'heure où on se parle, c'est 236 Ethers. On a quasiment $700,000. C'est un sacré pactole. Hein. Là, c'est quand même... en tant qu'étudiant, t'es bien quand même. Ouais, c'est dingue. Franchement, t'as c'est gagné incroyable. 600 rewards, 34 places gagnantes et en reward winning line-up. Donc le pourcentage de line-up qui t'ont rapporté un reward, enfin une reward. Moi, j'ai l'habitude de dire un reward, mais on va dire une reward ou une récompense. T'es quasiment à 30%, qui est quand même un très très beau score. Donc, écoute, explique-nous un peu comment t'en es arrivé là, tes débuts, etc. Oui, tu vois, là, tu me dis ça, et à chaque fois qu'on me dit ça, le chiffre de la galerie, je fais pas trop attention. Après, peut-être, je sais pas, on en parlera peut-être après, mais de mon état d'esprit, de comment je vois les choses et tout. Mais c'est dingue ce qui m'arrive, ça je l'ai toujours dit. Surtout que, comme je vous ai dit, moi j'étais étudiant, j'ai pas de base je suis boursier, donc voilà, j'ai pas de patrimoine ni rien de base, donc j'étais déjà dans les cryptos auparavant, mais j'avais pas non plus énormément, hein. On n'est pas sur des chiffres, on est sur des chiffres à 4 chiffres max, hein, ce que j'avais dans le crypto. Et du coup j'ai commencé, comme je l'ai dit, avec Brian à CoinHouse, et je touchais l'équivalent un peu moins de 1000 euros par mois, et ce que je faisais, je mettais la moitié de ces 1000 euros, tu vois, dans Sorare. Je mettais 500 euros, j'achetais, et puis à l'époque les terres était vraiment bas, surtout en mars 2020, quand il y a eu le gros crash là. En gros, pendant 3-4 mois, à chaque fois j'achetais de l'Ether et je mettais sur Sorare, j'achetais des petits joueurs. Je me rappelle d'une petite anecdote où en fait Brian il me saoulait avec son Ferran Torres là. Il me disait ouais, il est trop fort et tout, lui, petite pépite, nanani. Et puis un jour je lui dis gros, j'ai acheté Ferran Torres, je suis trop content, nanani. Il me dit ouais, c'est bien, tu vas voir, lui il va vraiment bien percer. Bon, finalement il avait pas tort. Non, comme quoi il sent le football. il sent le football. Donc disons, je pense en termes d'investissement brut de ma poche, j'ai dû investir, comme je t'ai dit, je crois 3 ou 4K, peut-être 4 ou 5, tu vois. J'ai pas de chiffre exact en fait, parce que je m'étais vraiment comme ça, c'était vraiment... je faisais pas trop attention, j'avais pas de suivi. Et c'est très vite monté, je pense dû à des bons choix de joueurs, quoi, surtout. Mais vu que j'ai focus direct le SO5, y a beaucoup de rewards qui sont arrivés, et j'ai rien cash out jusqu'à très très longtemps, quoi. C'était perpétuellement de l'investissement. Je recevais mes rewards, je les vendais, mais après c'était pour réinvestir, tu vois. Et ça, c'est effet boule de neige, quoi. Je sais vous en avez déjà parlé, mais l'effet boule de neige sur Sorare, ça peut être incroyable, puisque tu peux vraiment multiplier, avoir une croissance exponentielle. Et d'ailleurs là, si tu regardes la valeur de ma galerie, vu que je cash out beaucoup plus
puisque je veux diversifier, j'ai une croissance beaucoup moins exponentielle. Je suis même flat, tu vois, je stagne. Parce que, effectivement, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, je pense que quand tu arrives à un tel montant et que tu es étudiant, et que t'es pas propriétaire, que t'as rien qu'en soi dans la vie de tous les jours, tu me vois, je suis un mec, on dirait étudiant classique, quoi. C'est important, quoi, de cash out régulièrement, je trouve. Ouais, t'as raison, surtout que là, franchement, ça donne un peu le tournis. T'as des gens qui travaillent pendant des mois, des années et des années et des années pour atteindre ce montant-là. Donc t'es pas, si je me rappelle bien, il y avait, c'était Maxime, et il y avait aussi un autre invité c'était 1 million, quoi. L'objectif 1 million. Toi, non, t'es pas dans cet objectif-là. T'es dans l'objectif, on essaye de cash out, optimiser ta galerie pour toujours être très compétitif, mais pas vente et reward, réinvestir de nouveau dans le jeu, etc. Donc t'es plus dans une optique de diversification. C'est ça. Alors tu parles du 1 million, effectivement, ça il y a des gens qui m'en parlent aussi. Moi, j'ai aucune importance. Enfin, en fait, que ça soit 700 000 ou 1 million, en soi, ça va pas changer ma vie. Par contre, ce qui changerait ma vie, c'est que Sorare crash, tu vois. Ça peut changer ma vie. Donc non, voilà. Je préfère déjà sécuriser une part des gains. Comme je t'ai dit, je diversifie sur d'autres projets. Je retire pas en euros mais en stablecoin pas mal, tu vois. Et comme ça, même si Sorare vient à cracher, ce que je souhaite pas, ce que je pense pas d'ailleurs, moi je veux être de moins en moins impacté en fait par ça. Ouais, tu veux être le moins exposé possible, quoi. Là pas mettre tous les œufs dans le même panier. Trop. Ouais, Sorare c'est trop de mon expo et du coup là je suis un peu en mode je veux réduire mon expo Sorare, c'est pour ça que je cash out pas mal. Bon, je continue d'investir, hein. Surtout que là c'est un bon spot je trouve pour investir de la chump, donc je vais acheter pas mal de chump, mais voilà, je fais attention et j'essaye de réduire mon expo à Sorare. Et donc ta stratégie, c'était full SO5, quoi. Depuis le début, quand tu parles de gagner des rewards, de les revendre, de réinvestir, d'optimiser, de grossir de plus en plus ta galerie. Ta stratégie justement au début, donc SO5, mais comment est-ce que tu as construit ta galerie depuis le début ? Ouais, en fait moi déjà, comme tu dis, full SO5, j'ai jamais tradé en fait, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans le jeu. Après, je conçois qu'il y a des gens qui aiment bien trader. Moi, je suis là pour le jeu, hein, en priorité. Je suis là pour prendre du plaisir. Je me rappelle. En fait, c'est comme je t'ai dit, j'ai tout de suite accroché au jeu. Mais pourquoi ? Parce que ça me permettait de faire ma petite équipe, regarder mes matchs. Je me rappelle à l'époque, avec l'ancien scoring, en plus, les buts étaient vraiment cheatés. Donc, dès qu'il y avait un mec qui marquait, t'étais vraiment trop content. Et tu gagnais. T'étais super content. Et en termes de strat, moi, j'ai commencé par le championnat belge, vraiment. J'ai pas commencé parce qu'il y avait pas la chump à l'époque, tu sais, c'était que AS. Donc on commençait par des joueurs qui étaient moins chers, donc moins connus. À l'époque, vraiment les gros joueurs, t'avais du Van Aken, du Jonathan David et tout. Moi, ces joueurs-là, par exemple, je me rappelle aussi Leifis, tu vois. Et ces joueurs-là, je les ai achetés direct. Alors, Osimhen, moi, j'avais pas. C'était pas ma génération, entre guillemets. C'est parce que je l'ai pas connu à Charleroi, tu sais, moi, il était déjà à Lille. Ok. En 2020, donc j'ai pas eu l'occasion de le connaître à Charleroi, mais j'ai connu David à la Gantoise et je l'avais acheté direct en SR parce que je l'avais trouvé trop fort. Van Aken aussi, lui tout le monde le connaissait, tu vois, donc tu pouvais l'acheter. Donc en fait j'ai voulu step up tout de suite, c'est-à-dire je suis passé en rare, après très vite en SR, et faut savoir que c'était pas cher les cartes à l'époque. Les SR, je focus la D3 bien sûr, et j'ai même voulu passer en unique à un moment donné, très vite, hein. Là je te parle de ça, j'ai commencé en janvier et j'ai voulu passer en unique en mai 2020, quoi. Mai-juin, et j'avais acheté des cartes uniques, de quoi me faire une équipe, et ça m'a permis aussi de gagner pas mal de cartes, ça malgré tout, et de faire d'énormes bénéfices surtout. Donc je disais que je tradais pas, mais en fait je tradais pas dans le sens où j'achetais pas pour trader, mais par contre quand je négociais avec un manager, j'essayais de négocier au mieux. Typiquement, je me souviens d'un trade avec Zuro qui m'a dit il voulais en gros DSR, donc lui, il m'a envoyé son insigné unique, qui était une carte énorme à l'époque et qui l'est un peu moins là, mais quand même toujours. Et moi, je lui avais envoyé des cartes, il m'avait fait un peu pas un cadeau, tu vois, mais il avait été cool. J'avais envoyé Vlad Chotimos, etc. Et bref, en fait, tu sais, je faisais la technique du trade qui est de plus en plus performant, tu vois. Par exemple, insigné, après, je l'ai revendu contre 3 uniques.
Je me rappelle, il y avait Smalling dans le lot, Haller et un autre mec, tu vois, etc. Et après, du coup, j'ai réussi à créer ma petite équipe unique. Puisque aussi, il faut savoir qu'en D2, tu gagnais des uniques à l'époque. Ouais. Donc, ce qui n'est plus le cas. Donc, je me rappelle, j'avais gagné André Almeida, des joueurs comme ça, tu vois. Palacios, que t'as vu, c'est des joueurs que j'ai gagnés. Donc, ça m'a permis aussi de... J'avais Bongonda aussi, Bongonda unique. Et j'avais franchement une équipe assez intéressante, surtout pour les replays, la période replay. Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous en avez entendu parler par d'autres, donc je vais pas revenir dessus. Mais, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Mais du coup, à force, ça va très vite, quoi. Et j'ai revendu après toutes mes uniques à Victor Nettoyer. C'est ce que j'allais te dire, t'en as 4 aujourd'hui. Pourquoi ce changement de stratégie? Mais en fait, tu sais, j'ai entendu ce que vous avez dit avec The Noob, qui pensait qui pensait perdre sa compétitivité en SR, tu vois, au fur et à mesure. Moi, c'était un peu la même chose en unique, c'est-à-dire que je me suis dit de toute façon, ça sert à rien que je garde les uniques parce que je pourrais pas rivaliser avec les autres en termes de budget dans le futur. Enfin là on était sur des budgets de dingue, quoi, et du coup j'ai préféré vendre. C'était après, avec du recul, c'est une erreur, mais bon, tout le monde fait des erreurs, tu vois. Et c'était une erreur, effectivement, de vendre les uniques, surtout que j'avais Haller, Anthony Lopez, des grosses cartes, quoi. Oui, franchement, c'est pas des manchots, quoi. Ouais, c'est clair. À l'époque, ils étaient pas si chers que ça, mais ouais, mais Haller, c'était quand il était à West Ham, alors. C'est ça, ouais. Ouais, je me rappelle c'était bof, quoi. C'était bof, mais tu sais que c'est là... pas le tonton flingueur de l'Ajax, quoi. Non, pas du tout. Mais petite anecdote, du coup, j'ai parlé à Victor Nettoyer récemment, et relire la conversation avec lui m'a fait très mal, parce qu'il a réussi à négo le prix parce qu'il m'a acheté 4 uniques à ce moment-là. Il a réussi à négo le prix des uniques à la baisse en me disant... Non mais écoute, Haller, il revenait de blessure en plus, il était blessé, je sais pas comment il va revenir à West Ham. Donc franchement, vas-y. Et du coup, moi, je voulais... au corps, là. Ah ouais, non mais en plus, Haller, à l'époque, faut savoir que il était vraiment nul. Et moi, je voulais vraiment m'en débarrasser de cette carte parce que franchement, je savais pas vraiment ce qu'il allait faire. Et ouais, quand il est parti à l'Ajax, t'as les boules, quoi. T'as les boules. Ouais, ça c'est la magie du foot, la magie du mercato, où t'as des joueurs qui ont pas une grosse utilité, puis tombent dans un championnat, et il y en a tout le temps, hein. Quand tu vois, ouais, tout le temps. T'en as tout le temps. Je sais pas, un dernier exemple, là actuel. Ferro, par exemple, je sais pas si t'en as un autre. Ferro, oui. Qui était, parfois il était même pas sur le banc du Benfica, qui part à l'Adjouk Split et qui devient un des meilleurs défenseurs du jeu. Il y en a certainement d'autres aussi. Et là, les noms me viennent pas directement, mais même t'as Kalinic, tu vois, qui est parti en Croatie. Ouais, tout à fait. Aussi, ouais. Mais la Ferro, là aussi, il était à la fin, et puis bam, c'est dingue. Comme quoi, tu vois, il faut pas trop vite vendre, surtout quand c'est des beaux noms. Quand c'est des beaux noms, après, est-ce que Haller va rester à l'Ajax ou pas? Moi, j'ai ça super rare, je suis bien content de l'avoir, mais après, s'il retourne dans un gros championnat, je pense pas qu'il sera aussi décisif. Enfin, je pense même pas du tout, mais bon. J'espère me tromper, mais... Bon, en tout cas, on est tout à fait d'accord sur le fait de garder des joueurs qui jouent pas, parce que ils peuvent partir à tout moment en châle. Et dans tous les cas, vu le prix... Après, ça dépend de votre profondeur, bien évidemment. Mais vu le prix, mieux vaut les garder et attendre que ça pète, quoi. Parce que Ferro, je l'ai acheté il y a 2 ans, dis-toi. En plus, j'avais acheté très cher. Et je l'ai jamais vendu. Et là, comme tu dis, il est parti à Split. Et franchement, ça devient l'un de mes... En termes de défenseur de châle, c'est mon numéro 1 maintenant. Tout change très vite dans ce soir. Que ce soit aussi les meilleurs qui deviennent nuls. Ouais, c'est ça. Et après, t'as les blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Un changement de coach. Parfois, t'as les joueurs qui restent dans la même équipe, mais t'as un changement de coach, changement de système, et puis bof. Je peux pas prendre le Bayern qui vient de se faire éliminer, mais bon, c'est moins... C'est quand même moins flamboyant que l'année passée, je trouve. Même si le scoring reste plus que correct pour la plupart des joueurs. Mais bon, tu prends un Alphonso Davies, il a beaucoup plus d'impact l'année passée que cette année. Je parle avant sa période Covid. Comme quoi, un changement de coach peut faire quand même varier pas mal de choses dans le scoring d'un joueur. Et tu parlais de cash-out stablecoin, donc tu stacks. Tu fais du staking? Non, même pas. Non, vraiment, moi je fais du cash-out stablecoin. Je la laisse sur ma ledger et je fais rien du tout avec, pour le coup.
C'est vraiment juste histoire de se dire, ok, j'ai du cash. Tu sécurises, quoi. Voilà, exactement. Je suis là, en fait, le juste stablecoin, parce que je crois que vous en avez parlé, mais au niveau fiscal, c'est un peu compliqué en France, en tout cas. Ouais, en Belgique, je crois que c'est tout mieux. à fait. Je crois que c'était Jordan qui a dit. Ouais, voilà, c'est un peu délicat tant que c'est pas clarifié sur ce point-là. C'est un peu exactement. touchy. Donc, en plus, comme je vous l'ai dit, je suis étudiant, donc pas de revenus. Donc, pareil que ceux que ce soit The Noob ou Jobs, qui sont mis en full-time Sorare, en fait, j'ai les mêmes problématiques puisque j'ai pas de revenus, donc voilà, compliqué. Mais donc, je garde en stablecoin jusqu'à temps que la législation et les lois changent, ce qui est possible. Toi, tu n'y as jamais pensé être en full-time, parce que quand je regarde le classement des top managers sur SD, tu es quand même 50e. Donc si je compare par rapport à The Noob, à Jobs NNT, tu as encore une valeur de galerie encore supérieure à la leur. Ça t'a jamais traversé l'esprit de te lancer full-time dans Sorare? Franchement, non, jamais. Et je me lancerai jamais full-time dans Sorare. Je pense que Sorare a pas vocation à devenir un revenu principal. Enfin, en fait, j'ai du mal à m'imaginer vivre que de Sorare. Déjà, en termes de... Enfin, moi, j'ai besoin de faire des choses. Je suis quelqu'un, voilà, je dois bouger. Tant que développement personnel. Voilà. Ouais. C'est ça, exactement. En termes de développement personnel ou même en termes de vie sociale, franchement, le travail, c'est super important. Et d'avoir un revenu régulier, ça permet aussi de faire des emprunts et tout. Parce que si t'as que Sorare, je vois pas comment tu peux justifier ça. Donc non, franchement, c'est... Il faudrait le tenter quand même, hein. Caméra cachée, tu vas chez plusieurs banquiers. Et tu dis, voilà, je voudrais acheter un appart... Vous avez comme garantie, je dis ma galerie Sorare. Je vous donne un Tadic SR en collatéral si vous voulez. Je mets 3 SR. Je mets Marquinhos. Moussiala, il a tout l'avenir, et un petit 22 volts aussi. Dans 2 ans, il va aller à la psy. Ça vous convient? Mehdi, je suis sûr t'as déjà essayé. Je voudrais bien, rien que pour le fun, franchement. Tu me diras ce que t'en dis, franchement, parce que là... Non, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir un truc pour refinancer un crédit hypothécaire, et je parlais de Sorare au gars, d'ailleurs il s'est inscrit. Et je lui expliquais, c'est un autre monde quand tu parles. Enfin, j'ai eu ça avec tous les invités. Ils m'ont dit, à partir du moment où tu commences à... Maxime, par exemple, quand il en parlait à son entourage, il dit, mais de quoi tu parles? Et je pense que tout le monde se retrouve un peu dans cette situation, et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué de leur dire, écoute... voilà, telle carte vaut autant, telle carte... J'ai dit, ah ouais, quand même... ouais, c'est un peu comme un marchand d'art, sauf que t'es marchand d'NFT Sorare, mais ça ne parle à personne. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal à essayer. Et qui sait, il y aura peut-être une banque qui, à mon avis, ça viendra un jour ou l'autre. Parce que je sais, au niveau des garanties, au niveau de l'art, et je pense qu'il y a un moment, enfin, ça sera peut-être dans quelques années, j'en sais rien, mais où ils vont se dire, ouais, collatéral NFT, un board ape, un truc comme ça, je suis sûr que ça pourrait être accepté dans les banques qui sont un peu plus plongées dans les nouvelles technologies, et orientées vers le futur et pas vers l'ancien système, quoi. Oui, mais tu vois, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a l'entreprise Aave là, AAVE, je sais pas si vous connaissez. Tout à fait. C'est en gros une plateforme de lending, donc une banque du web 3.0 si on veut. C'est vraiment la meilleure DeFi, on va dire ça, borrow lending. Et bien, eux, je sais pas où ça en est parce que j'ai pas suivi l'évolution, mais par exemple, tu disais de mettre ton NFT en collatéral, et eux, typiquement, je pense qu'ils vont le faire dans pas longtemps parce qu'ils en parlaient déjà il y a quelques mois, que tu puisses mettre ton NFT en collatéral et du coup pouvoir emprunter, quoi. Donc ouais, ça se fera, je suis assez d'accord avec toi. On en rigole là. Mais ça reste encore sur la blockchain. C'est pas encore les banques traditionnelles. C'est ça. L'ancien nom de Lend. J'en avais acheté quelques, et là j'en avais acheté un tout petit peu en avril 2018. Mais vraiment un tout petit peu, je regrette. J'aurais dû en prendre beaucoup plus. Quand tu parlais de crypto, on revient un peu en arrière. Quels sont t'étais intéressé au domaine à quel moment? Avant ou après le crash fin 2017? Non, alors, tu vois, ça aussi entre guillemets mon expérience de ce que j'ai vécu en 2017, puisque je suis arrivé en septembre 2017, donc avant le gros crash. Faut savoir que en 2017 il y a eu un gros crash pour ceux qui n'étaient pas dans les cryptos. En décembre, c'était juste au moment où ça commençait vraiment à décoller, quoi, jusqu'à fin décembre. C'était tout de moule.
Si tu veux mon anecdote en plus sur ça, c'est assez drôle. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais obligé de travailler pour payer mes études et tout. Donc été 2017, je travaille en banque 2 mois et je m'inscris sur la plateforme Plus 500 et je découvre qu'il y a du Bitcoin. Donc sauf que la plateforme Plus de 500, bah c'est un peu une plateforme un peu pourrie, tu vois, où t'as de l'effet de levier, mais moi je savais même pas ce que c'était, donc je comprenais pas. Et je me dis allez, je vais investir, je vais mettre un salaire que j'avais eu au Crédit Mutuel, tu vois, dans le Bitcoin. Donc je le mets, hop. Bon, bref, gros crash là je te parle de ça, c'était août, tu vois, 2017. Il y a eu un gros crash en début septembre, parce qu'il y a eu des questions avec la Chine et tout. Donc je perds mon salaire. Tant de dire que j'étais assez vert. Je travaille un mois pour rien. Et après, je remets 500 € dans les cryptos. Et je m'intéresse beaucoup plus à la technologie, au sous-jacent, quoi, à la blockchain. Et à tous les projets qui sont annexes, etc. Et c'est vraiment là où j'ai pu maximiser en fait mon investissement. Je suis monté en décembre pour être décembre-janvier tout à fait transparent. J'étais à 30 000. Et là, tu vois, on en parle de ça, mais j'avais rien cash out. Tu vois, typiquement. Et gros crash, comme tu l'as dit, en janvier. Et finalement, bah, je me retrouve avec quasiment rien, quoi. Tu vois, tu perds tout. Tu perds tout parce que... Moins 80%. Ouais, c'est ça. Puis, surtout que moi, j'étais vachement à cette époque-là dans les ICO. Donc, j'avais des fonds qui étaient bloqués dans des ICO qui sortent et qui finalement, en fait, le truc, il est divisé par 10. Donc, tu perds tout très vite. Donc, faut faire très attention parce que même si on aime Sorare, même si on croit en Sorare à fond... on sait pas de quoi l'avenir va être fait, c'est un peu une phrase toute faite, mais c'est la vérité. Et du coup, il faut être à l'aise avec son investissement, c'est le plus important, je trouve. Ouais, on en a parlé un peu avec The Noob, ça ressemble un peu aux stratégies d'investissement, quoi. Enfin, il faut avoir une stratégie quand on investit. Ça veut dire, ok, ça c'est pour, je sais pas moi, 20-30 ans, quand tu investis dans tout ce qui est intérêt composé, tu dis, bon, bah, je laisse ça tranquille et j'y touche pas, mais à partir du moment où tu investis quand même des sommes, ou même pas, si ça fait, comme tu dis, un pump d'enfer, il y en a encore de trop qui pensent que ça va faire l'effet Bitcoin, qu'en 3 ans ça va faire fois 1000 ou je sais pas combien, et puis finalement, bah, c'est pas le cas, et puis t'attends, et puis après ça se crache la figure, et là t'as beaucoup de regrets, tu dis merde. Après, quand t'es toujours en positif, c'est bien, hein, tu dis bon, merde, mais je suis toujours en positif, mais quand t'es pas en positif, là t'es quand même pas bien. Donc moi je suis plutôt d'accord aussi avec ta vision du jeu, comment est-ce que tu entrevois ton évolution, mais justement tes objectifs là actuels et futurs par rapport à Sorare, lesquels sont-ils? Alors, en fait, je pense que là, je suis sur... j'hésite, comme on l'a dit, l'objectif, ça va être d'aller sur des nouveaux sports, si c'est la NBA notamment. Je sais pas ce que ça va être, mais NBA ou NFL, je pense que j'irai, tu vois, ça va être un objectif. Maintenant, si on parle de Sorare Foot, je garde quand même la D1, voilà, dans un coin de ma tête, mais franchement, quand je vois les gros portefeuilles qui sont, et la rentabilité surtout, qui est pas folle, enfin, elle est folle, je veux dire, dans le sens où si tu fais la première place, mais pour faire la première place, il faut maintenant des uniques très très performantes, quoi. Donc là, je pense que je vais plus aller dans les limited, tu vois, parce que les limited, il y a quand même une bonne renta, j'ai quelques limited, mais enfin, j'en ai beaucoup, mais je veux dire, je fais pas partie des plus gros en limited, et voilà, je pense que je vais plus aller me concentrer sur les limited, désolé pour ceux qui y sont et qui vont dire, les mecs qui ont des sous... les baleines ils vont dans les bassins des petits poissons, non, ouais. Mais tu sais, c'est parce que honnêtement, la rentabilité sur l'illimité, je pense, en termes, si on parle de pourcentage, hein, pas de valeur nette, je pense qu'elle est plus importante quand tu as des limited que quand tu as des uniques. Donc forcément, t'as pas trop envie d'aller vers les uniques parce que déjà c'est beaucoup plus risqué et tu vas plus aller sur les limited qui a un pourcentage de rentabilité plus importante, plus de fun peut-être, je sais pas, je pense pas ça. Parce que pour le coup, unique, vu que il n'y a pas beaucoup de concurrents, pas beaucoup de cartes, etc. Je pense qu'en termes de fun, tu dois être pas mal. Ouais, il y a un peu plus de chances d'avoir un alignement de planètes en unique. En limited, il faut vraiment un super alignement de planètes aussi. Et super rare, t'es vraiment très bien aussi. Donc là, je comprends que c'est top. Moi, par exemple, j'ai quelques bonnes super rares, mais franchement, en D2, pour avoir du lourd, il faut être quasiment dans le top 3, quoi. Il n'y a pas longtemps, et fini, je suis 6ème, et je me prends une T2 toute pourrie, en SR, en All-Star en plus, hein, et je dis merde, quoi. Franchement, c'est pas super encourageant d'investir dans des belles SR. Quand t'as un petit aliment de planète, tu dis, ouais, super content, je vais avoir une T2 de haut du panier, et puis... clac, la tarte, ça vaut même pas 0.2. Tu dis, bon, autant tout mettre dans les rares ou dans les limited
et espérer là, avoir un meilleur retour sur investissement, quoi. T'as tout dit, hein, de toute façon. Franchement, là, t'as tout dit. Là, de ce que ton expérience et tout, bah, c'est ce qui se passe en fait. Et dis-toi, avec les Unix, c'est la même chose en fait. Voire Et pire, toi, tes parce plus que, belles SR, tu les mets en D3 ou en D2? Ouais, D3 direct. Parce que comme tu dis, en fait, la D2, le truc, c'est que tu vas faire 6ème, tu vas être très content. 6ème, c'est une bonne place, hein. T'es content, surtout en S, il y a de la concurrence maintenant. Mais comme tu dis, tu peux choper, c'est pas tout le temps, mais une T2 qui vaut 0,3. Bon, c'est très bien, hein. Moi, comme je dis, ma devise, c'est je prends ce qu'il y a à prendre maintenant, parce qu'avant, je pleurais beaucoup, tu vois. Mais maintenant, dès que j'ai une récompense... Il y a une question que notre ami commun Joe Batman nous pose, mais on va y revenir à la fin de l'émission. Je l'ai vu. Et ça m'étonne pas, ça. Mais maintenant, faut prendre ce qu'il y a à prendre, tu vois. Faut pas se plaindre non plus, mais c'est vrai que c'est mal fait à ce niveau-là. Et je trouve que c'est, du coup, ça a effectivement des gros portefeuilles, bah, même comme toi, hein, ou moi, qui vont aller ensuite sur les limited, qui sont plutôt des divisions d'entrée. Je trouve que c'est dommage, parce que c'est pas le but, justement. Mais en même temps, tu peux pas empêcher ça, parce que c'est le plus intéressant, même pour nous. Au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas... C'est comme ça. Hein. Ouais. Bon, t'es content de prendre ce que tu prends, mais en même temps, quand tu vois, pour aligner une équipe SR en All-Star, donc super rare, en Division 2, bah, il faut que c'est quand même du sacré budget, sauf, encore une fois, alignement de planète, ou Underdog super rare, où tu fais un truc magnifique, mais... je me trompe pas là, ça existe, hein. C'est la spécialiste. Oui, non. Spécialiste, la spécialiste SR, ça existe. Hein. Ouais, mais pas la Underdog. Hein. Si, aussi, je crois. Aussi, ouais. Bah là, lié. Je crois que c'est celle-là qui est cette semaine. Enfin, du coup, la semaine dernière. Les vacances sont passées par là, je me suis bien déconnecté. Mais mais sinon, dans les grosses divisions, bah ouais, c'est que pour aligner une belle D2, bah, ça demande au moins, on va dire, 5 éthers. Et quand tu prends t'es content d'arriver dans le top et que tu prends des cartes à 0,2, 0,3, tu dis ouais, c'est pas mal, mais en même temps, avant que tu retrouves un peu un peu de return quand même sur le truc, c'est un peu galère, quoi. Donc autant effectivement les mettre en D3. Franchement, Mehdi, je pense que si tu prends 5 cartes SR, enfin, ou tu fais une carte, tu joues que la D2, je pense que si tu la gagnes jamais, parce que en fait, en gros, il y a que les 2 premières places qui sont très belles, voire les 3 premières, tu vois, avec les podiums. Je pense que tu mets très très longtemps, comme tu dis, pour récupérer ton équipe, hein. Enfin, pour récupérer ton invest. Alors que si tu fais ça pour les R ou les limited, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Donc, ouais. Bah écoute, moi j'ai un bon pote qui a aussi une belle galerie, qui m'a dit écoute, je vais liquider quelques SR parce qu'il est aussi frustré. Tu dis t'as des belles SR, tu tapes des belles places et puis tu prends je me rappelle en Challenger D2, deuxième place. Tu prends Silvio Lung, tu connais? Non, bah non. Mais ça m'étonne même pas. Silvio Lung. C'est qui lui? Et c'est un gardien roumain en Turquie, mais bon, tu dis putain, je suis deuxième, quoi. Je dis, c'est pas possible de me prendre un joueur comme ça, et voilà, il vaut, c'est ça, mais bon, t'es quand même deuxième, tu te dis, t'as pas une galerie, gigantesque, digne d'un top 50 ou un top 30 ou un top 20, et puis tu prends là, c'est quand même, c'est un petit coup sur la tête. Tandis que c'est vrai qu'en rare, si tu termines deuxième ou en limited deuxième ou même dixième, t'es quand même très satisfait en général de la carte que tu vas prendre. Donc on est sur la même longueur d'onde, et donc tu vas attaquer les limited. Je vais regarder vite fait ce que tu as pour le moment en limited, parce que t'en as quand même 67. Alors, j'ai des belles cartes, mais c'est juste que effectivement je commence à faire des perfs en plus, et que ça me plaît. Donc comme je t'ai dit, en termes de return, t'es top, quoi. Franchement, en limited, donc je vais essayer. T'as des belles cartes. Et quoi, tu vas continuer à... Ouais. Quoi, ton optique, c'est quoi? C'est essayer d'avoir la même chose que tu as en rare et l'avoir en limited? Oui, enfin en termes de qualité, oui, pas les mêmes joueurs. Du coup, je vais vraiment prendre des joueurs différents, parce que j'aime pas avoir 2 joueurs pareils. Justement, moi, j'aime bien vivre le maximum de matchs, tu vois, et puis ne pas dépendre de 2 joueurs. Et ouais, je vais essayer de faire ça, et de jouer surtout partout, parce qu'en fait, on a parlé de ma strat, mais ouais, ma strat, c'est d'être présent partout aussi. Sur tous les championnats. Ouais. Bah, tu vois, contrairement à The Noob, lui qui vise que la champ, moi, je préfère viser tous les championnats, que ce soit Asia, America, même si l'Asia, je peux te dire que début de l'année dernière, surtout, avec tous les DNP et tout, j'ai failli arrêter, mais finalement, j'ai persisté. Et voilà, finalement, ça paye, parce que,
Des fois, t'as Ça des me fait- récompenses qui tombent. Ça me fait rire l'Asia parce que je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Ouais, complètement. Je crois Ouais. que d'ailleurs, j'ai abordé un jour sur une des émissions du podcast où j'avais une belle équipe en rare avant que la sortie des Limited. J'avais vraiment pas mal au Japon, Corée et tout, et avec les tournantes, avec la règle du nombre de joueurs U23 en Corée. Je suis devenu fou. Et puis je me suis levé un jour tôt le matin, un dimanche matin à 6h pour voir un match. Je me rappelle, ma femme m'a dit, mais t'es fou? Je dis, ouais, quand même. Pour voir un match en Corée ou au Japon. Et le match était vraiment pas terrible. Pourtant, c'était un match au sommet. Et dans la foulée, à la fin du match, j'ai dit, j'en ai marre. Et en plus, j'avais un DNP dedans. J'ai dit, c'est bon, je vire tout. Donc voilà. Et là, ce que j'ai fait avant le début du championnat asiatique, les rewards que j'avais d'Asie, je les gardais, et puis j'ai attendu le début du championnat asiatique pour les refourguer. Je m'interdis D'y retourner. d'y retourner, non. Et en plus, voilà, ça dépend si les managers ont du temps de regarder les matchs, parce que je trouve quand même que c'est important de pouvoir suivre les matchs quand même de temps en temps. Si t'as pas le temps de les suivre et que tu te bases uniquement au niveau statistique, tu peux, hein, mais c'est pas la même chose. En plus, tu vibres pas de la même manière, c'est quand même différent, quoi. Même America, j'ai une équipe, mais une, voilà, et j'ai pas énormément de choix. J'ai juste, je la mets et puis on verra ce que ça donne. Sinon, tu dors pas, quoi. Surtout quand la NBA va débarquer, là, ça va vraiment être de plus en plus compliqué. Mais toi, tu te lèves, tu regardes les matchs, que ça soit en MLS ou en Amérique, parce que il y a aussi le championnat argentin. Moi, j'ai plus un style un rythme à regarder des matchs MLS que regarder des matchs japonais, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je suis quelqu'un qui se couche. C'est peut-être plus joli assez aussi tard. à voir. J'en sais rien. Je vais me prendre des coups et des remarques ici. Mais... Franchement, je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis un peu fait, parce que j'ai dit que franchement, le Japon et la Corée, c'est vraiment pas fou en termes de niveau. En termes de plaisir, surtout en regardant le match, tu vois. Et on m'a dit non, mais c'est que tu regardes pas de match. J'ai dit franchement, les gars, je regarde pas mal de matchs. Je peux vous dire que c'est vraiment pas fou. Donc en Asie, je vais juste regarder des matchs. Par exemple, si je fais une bonne perf, il me reste un joueur, je vais regarder, tu vois, son match. Ouais. Mais c'est tout. Par contre, la MLS, j'aime bien parce que c'est un peu du box to box. Les mecs, c'est du full. C'est vraiment du football total. Hein, ça y va. Il y a de tout. Hein. Franchement, par contre, tu vois, le Brésil ou quoi, j'ai regardé quelques matchs et je suis moins fan déjà. La MLS, c'est quand même vraiment particulier. Ils réussissent, je pense qu'ils ont un état d'esprit, ils le disent aux joueurs, je pense, en mode spectacle. Du coup, voilà, exactement, c'est du spectacle. Vraiment à l'américaine, il faut que les gens vibrent. On le voit dans le stade aussi, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de gros noms aussi qui vont là-bas. Et quoi, le football brésilien, quoi, un peu plus fermé. Ouais, un peu plus fermé. Ça ressemble plus à du football européen, mais pas vraiment, tu vois. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus fermé, je trouve, et un peu moins intéressant à regarder. Mais après, voilà, je pense que ça dépend des goûts aussi. Et football argentin, River Plate, j'ai voir quand même. Pas regardé. C'est physique. J'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas beaucoup de joueurs de River Plate, mais j'ai pas regardé. Écoute, très bien, je crois qu'on a fait le tour de tes objectifs. On va attaquer maintenant ton sujet de prédilection. Écoute, je te laisse, qui est vraiment l'aspect social dans Sorare. Donc c'est un thème très à la mode pour le moment, quand on voit tout ce qui se passe. Et puis la dernière keynote, là, je me rappelle du grand écran derrière Nicolas Julia, où tu avais plein de photos de managers qui se rencontraient. Et puis on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, et principalement sur Twitter, des managers qui se rencontrent et tout. Donc pourquoi tu as choisi ce sujet-là ? L'aspect social, communautaire, on va dire, dans Sorare, pour moi, c'est l'un des piliers du jeu. Je pense que s'il n'y avait pas cet aspect-là, le jeu aurait pas autant percé. Par exemple, moi, je me rappelle à mes débuts, quand je suis venu sur le Discord, ça a changé totalement ma façon de jouer, ma façon de prendre du plaisir dans Sorare, tu vois. Les négociations avec les managers, sur des vrais joueurs que tu as, tu vois. Tu peux vraiment faire passer ton club pour un vrai club de foot, quoi. Et c'est un pilier pour moi essentiel. Bon, ça veut dire la même chose, mais voilà. Et selon moi, Sorare devrait encore plus développer cet aspect, puisque là en fait on voit c'est drivé par la communauté, on va dire.
y a des communautés qui se créent, le Swadic Club par exemple, il y a le Discord français, il y a les Boulas de The Noob, il y a la communauté de Jobs, enfin tu vois, il y a plein de communautés qui se créent, et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, je pense que c'est, en termes sociologiques, c'est normal que, au début, tu sais, on était tous dans le serveur français, enfin du moins, après on a passé dans un Discord français, en fait, plus la communauté grandit, plus les gens veulent se retrouver entre eux dans une petite communauté, je pense que c'est humain, et je pense que c'est normal de garder une petite communauté. Tu vois, si ta communauté devient trop grande, c'est plus trop une communauté. Enfin, c'est une communauté, mais moins forte, on va dire. Et donc, moi, je trouve que Sorare devrait faire encore plus sur cet aspect-là. Pourquoi pas incorporer des trucs in-game, des jeux, des compétitions in-game. L'aspect guild, par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, qui serait en plus facilement intégrable. C'est-à-dire que moi, je vois potentiellement la possibilité de rejoindre une guilde, et pourquoi pas faire une compétition, tu fais une compétition sur un mois, tu sais, où les guildes sont classées selon leurs résultats dans les différentes Game Week, tu vois. C'est assez facile à mettre en place, et ça rajouterait un autre côté communautaire, et ça viendrait pas que de la communauté, mais aussi de Sorare, qui montrait, enfin, ils pourront développer ça. Je vois aussi et un concrètement, aspect club. comment est-ce que tu ferais? Concrètement, pour les noobs comme moi, qui sont pas trop dans tout ce qui est guide, etc., t'as un exemple concret à donner? Comment est-ce que tu verrais la chose? Par exemple, regarde, Swadic Club, on va prendre un exemple. Voilà, et tu crées une guilde par exemple où il peut y avoir, faut réduire par contre le nombre de personnes, donc on va dire peut-être 50 personnes max. Les gens rejoignent cette guilde sur Sora. T'as une compétition spéciale où chacun va mettre une équipe, tu vois. Tu mets une équipe tu mets ton 5 comme si t'allais dans le SO5, et du coup la Game Week se passe, il y a un classement individuel de chaque personne, t'as une somme à l'intérieur même de la guilde, alors c'est bien ça. Non, là c'est des guildes qui vont se rencontrer entre eux. On va pas changer le principe, tu vois. Par exemple, la guilde Swadic Club va rencontrer la guilde des Boulas, tu vois, enfin des trucs comme ça. Okay, Là, on parle même pas de matchmaking, parce que le matchmaking, je pense que c'est un peu plus compliqué à mettre en place, et je pense pas que Sora veuille faire ça maintenant. Mais là, on parle vraiment de classement comme on connaît. Donc en gros, toutes les guildes sont sur la même division, mais pour aller dans cette division, faut que tu fasses partie d'une guilde, tu vois. Okay. Et la division, après, tu peux décider, soit tu mélanges toutes les raretés, soit tu fais rareté par rareté, mais ça me semble un peu plus compliqué. Et donc, les joueurs de la guilde, ils vont faire un score. Tu fais une somme des scores des joueurs de la guilde, ça te donne un score de guilde. Et on peut penser que dans le mois, ton score de guilde, en gros, la première guilde, elle reçoit une récompense pour tous ses joueurs, ou tu sais, des trucs comme ça. Enfin, je dis la première, mais ça peut être le top 3 guildes ou un truc comme ça. Ça rajouterait un aspect social, et ça rajouterait du gameplay aussi, au passage. Ouais, une sorte d'appartenance, comme tu dis. Exactement. Après, il faudra essayer de limiter, parce que si Sorare lance un truc comme ça, je trouve ça bien, vraiment l'idée, mais alors tu auras une démultiplication du nombre de guildes, et d'un côté, c'est pas plus mal, ça peut être vraiment pas... Mais donc, concrètement, chaque guilde alignerait une seule équipe par championnat avec 5 joueurs. C'est ça, une seule équipe par Game Week, où tu donc, peux mélanger... Magic Mehdi met son gardien, SR1 met son défenseur... Non, ça viendrait, je pense, plus dans une logique de club. Parce qu'en fait, moi, oui, j'ai pas mal d'idées, mais pour développer l'aspect social, mais si Nicolas Julia, on va taguer Nicolas Julia lors de la diffusion du podcast. On lui mettra la minute à laquelle je parle de ça. Mais en gros, dans la guilde, c'est vraiment, par exemple, Mehdi, tu vas faire ton équipe, moi je vais faire mon équipe, on fait partie de la même guilde, et en gros, on fait chacun un score, et c'est, du coup, toi tu prends ton score, moi je prends mon score, on fait une somme, et si on a une guilde à deux, ça, tu vois, ça nous fait un score complet. Maintenant, ce que tu dis, c'est très intéressant aussi, et ça, je le verrais plus dans un aspect club, et là aussi, tu vois, tu crées une autre division. En soi, rien n'empêche de créer des divisions. Là, on parle pas de récompenser énormément les mecs, on parle juste de développer l'aspect social, et c'est ça que je trouve super cool. C'est-à-dire que là, on fait une division où Mehdi, toi, tu mets ton gardien, moi, je mets un défenseur, hop, et là, effectivement, c'est un club de 5, tu vois. Tu fais un club de 5. Une sorte de mutualisation de... Exactement. Exactement. Et ça pourrait potentiellement aussi réduire les prêts, pourquoi pas. Voilà, enfin... Et puis, franchement, moi, je dis ça parce que, pour ceux qui ne l'ont pas connu, en 2020, je crois, pareil, on avait fait une World Cup. Je sais pas si on en a parlé si vous en avez déjà parlé dans le podcast.
La World Cup Sorare. Non. Et en fait, c'était une World Cup qui a été créée par un joueur Sorare, quoi, américain, Clip. Je sais plus s'il est encore sur le jeu. En gros, chacun représentait son pays. Mais du coup, autant vous dire qu'il y avait 6 équipes ou 7 équipes de France, je crois. C'était des équipes de 4. Et donc, il y avait un bracket. Enfin, les équipes, c'était du matchmaking, tu vois. Par exemple, France 1 rencontrait France 2. Espagne rencontrait Vietnam, tu vois, des trucs comme ça. Et en gros, chacun faisait... Enfin... C'était des équipes de 4, donc il y avait une personne qui rencontrait l'autre personne de l'autre équipe, etc. Et du coup, si il y avait 3-1 par exemple pour la France, c'était la France qui passait au deuxième tour, etc. S'il y avait 2-2, donc s'il y avait 2 victoires pour la France, 2 victoires pour l'autre équipe, et ça comptait au nombre de points totaux. On avait pris la division 4 comme division, puisque en fait la division 4, elle était accessible à tout le monde à ce moment-là, vu que c'était la première division, donc là on pourrait penser à faire une division limited. Et du coup, c'était super parce que c'était des équipes de 4, tu parlais à tes coéquipiers, tu leur disais allez, on va les défoncer, tu vois. Tiens, toi tu fais cette équipe, et au moment du tirage au sort, je suis tombé contre lui, tu vois, c'est cool. Hop, tu regardes son équipe, tu suis l'équipe du mec contre qui tu joues, tu vois, vu que c'est du matchmaking. Ça c'était super cool. Et ouais, c'est vrai que ils avaient dit qu'ils allaient développer un truc comme ça, mais qu'ils l'ont jamais fait. Je trouve ça dommage. C'est un peu du Sorare Brag, mais ouvert à tous, parce que le Sorare Brag finalement aujourd'hui, à part j'ai un peu suivi de loin, mais vraiment de loin la compétition entre influenceurs, Sorare Brag, mais sinon Sorare Brag c'est vraiment entre les personnes qui se connaissent, qui s'affrontent, etc. Sauf que là ça serait évidemment ouvert et tiré au sort. Ouais, là en fait c'est ça serait du matchmaking comme l'Influencer League, donc là pour le coup ça serait du 4 contre 4, et chacun contribue. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, tu peux contribuer à la victoire de ton équipe, à la défaite du coup, donc c'est super je trouve, et ça rajoute un peu cet aspect social. Et voilà, c'est vraiment dommage que Sorare développe pas assez ce côté-là. Je vois et comment tu imaginerais le système de reward alors? Parce que quand ce sont des guildes ou des équipes de cases, etc., c'est compliqué de donner un reward. C'est ça. Moi carte. Je ferais du coup. Parce que là après les gars disent on va la vendre, on va diviser en 4. c'est ça. Là, tu vois, ça c'est un sujet. C'est pour ça que pour moi, si tu fais le truc de guilde là dont j'ai parlé, il faudrait faire un leaderboard sur le mois. Comme ça, tu peux donner une récompense. En gros, ça te fait 50 cartes à donner, tu vois. J'en sais rien. C'est pas non plus énorme, surtout si tu donnes des limited. Mais ça rajoute parce que je pense que les gens. Finalement, oui, ok, il y a cet aspect-là, gagner des rewards et tout, mais je suis sûr que si tu fais des leaderboards mensuels, par exemple, ou peut-être pas hebdomadaires, mais bi-hebdo, tu vois, et que tu baisses les récompenses, mais que tu rajoutes du fun, je suis pas sûr que ça râlerait tant que ça. Enfin, ça râlerait, mais moi, dans cette histoire, juste, c'est le côté fun qui m'intéresse. Tu crées un autre système de jeu avec une possibilité de gagner des cartes, mais surtout de prendre beaucoup de plaisir avec les membres de ta guilde, quoi. Chambrer, le mec, il est dernier, t'es trop nul, tu vois, des trucs comme ça, je sais pas, tu vois. Ouais, et c'est dans l'intérêt même de Sorare, justement, qui essaye on le voit régulièrement sur Twitter, quand il y a des rencontres, des voyages à l'étranger, des choses comme ça, c'est très très souvent, même systématiquement retweeté par Nicolas Julia ou le compte officiel de Sorare, et ils mettent ça en avant, c'est ce qu'on veut voir, etc. Et c'est vrai que ce genre d'initiative ne pourra que finalement décupler cet aspect social. Exactement. Ouais. Et pourquoi pas sinon les premiers, je sais pas moi, gagnent s'ils sont 4 ou 5 des maillots signés ou d'une équipe. Parce qu'on l'a vu, c'est quoi? C'est dans la spécialiste super rare ou les 3 premiers ou la underdog super rare, je sais plus moi, non pas l'underdog super rare. C'est la spécialiste en plus. Où les 3 premiers gagnaient un maillot signé. Legend. La Legend. Legend rare, je crois. Legend rare, tout à fait. Ça peut être pas mal aussi, c'est vrai que ça rajoute du fun. D'autres idées encore pour développer l'aspect social? C'est vrai que t'as aussi t'as fait aussi pas mal de voyages aussi t'étais aussi parti à Séville avec le groupe The Noob et c'est ça, on est parti à Séville, il y avait The Noob, Torque, Maxime, on était... Ouais. C'était vraiment top. Et ça aussi, après, ça, je pense que pour le coup, c'est peut-être plus compliqué que ça soit Sorare qui le fasse. Mais c'est vrai que ça, c'est incroyable d'avoir pu vivre ça. Et je sais, toi, t'as pas fait quelque chose enfin, du coup, t'as pas bougé, mais t'as fait quelque chose en Belgique, il me semble, ou pas du tout? Je me trompe? Ouais, j'avais accueilli, j'avais été voir un match avec Job voilà. ZNT23, Dobrandao et
Cyrus. Non, dernièrement, je suis parti, ça remonte quand même un gros mois, 2 mois à Lisbonne, avec Sorare Belgium et des managers belges, dont Peace Love Understanding, peut-être que tu connais, qui est aussi un manager avec une très très grosse galerie. Et là, pour le coup, c'était bien, parce qu'on se connaissait pas du tout. À 7, tu pars, tu loues un gros appart, tu les as jamais rencontrés. À part un peu tu leur as juste parlé, tu vois, là, sur Discord. Non, mais c'est vraiment ça. Et là, pour le coup, comme c'était du côté néerlandophone, moi je suis sur le groupe Telegram Sorare Belgium néerlandophone, parce que je parle aussi néerlandais, mais il y a des gars que j'avais jamais rencontrés, avec qui je n'avais jamais discuté non plus. Donc tu te dis, waouh, on part à 7, on va se retrouver ensemble pendant 4 jours. Comment est-ce que ça va se passer? Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Bon. Et il y a pas si longtemps, je discutais avec un autre manager aussi qui était parti comme ça, un peu à l'aventure avec des managers qui connaissaient pas du tout, mais la passion en fait passe au-dessus. C'est-à-dire que c'est assez fou, parce que tu dis ouais, bon, ce soir, est-ce que vous voulez sortir? On va dans un bar, on va manger. Quelle sorte de nourriture vous voulez manger? Parce qu'on a finalement, quand tu vis en petits groupes comme ça, bah t'as des sujets pareils. Ah non, moi j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et là, tout s'est super bien passé. Tout le monde était partant pour tout. Ah bah tiens, c'est cool. Tu as bien vendu cette nourriture-là. Je me rappelle quand je partais à Lisbonne, le premier soir, on est sorti, et le deuxième soir, on était fatigué. Il dit, qu'est-ce qu'on mange? Et puis finalement, on a commandé, et puis je dis, je voudrais manger ceci, je voudrais manger cela. Et puis je dis, vous le mangez, vous connaissez libanais? Il me dit, ah ouais, c'est super bon, on va déguster. Et puis on s'est fait un de ces trucs, un mezzé énorme, et tout le monde a bien aimé. Alors pas tout, mais tout le monde a adoré au moins l'une ou l'autre chose. Donc c'était vraiment chouette. C'est vrai que t'as cette passion comme ça qui amoindrit la moindre petite friction, et pour le coup il n'y en a pas eu du tout pendant ces 4 jours. Alors je sais pas si je me rappelle, Banzai m'avait dit aussi, quand ils étaient partis, quand vous étiez partis, tout s'était super bien passé aussi. C'est assez magique quand même, hein. Mais c'est incroyable, et oui, comme tu le dis, il n'y a pas de friction. En fait, t'es réunis à travers vraiment une passion Sorare, et je sais pas pour vous, mais nous on faisait qu'en parler, quoi. Surtout que vous êtes partis un week-end, c'est ça? Ouais, on était partis du vendredi au lundi, ou du jeudi. On est parti un long week-end, ouais. Ouais, donc tu vois, tu peux 3 nuits sur place. À chaque fois les Game Week avec les gens avec qui t'es, et en fait tu peux vivre ça avec personne, parce qu'en réalité c'est très rare. Enfin, je sais pas, je pense que de faire venir des potes ou quoi, c'est compliqué, surtout maintenant. Et du coup, de faire vivre ça avec des gens avec qui tu parles, ou même que tu parles pas, comme tu dis, parce que c'est top, quoi. Franchement, c'est incroyable, je trouve. Et c'est pour moi le plus important dans Sorare, l'aspect social. Enfin, un des plus importants, bien sûr. Ouais, c'est ça en fait qui permet de garder un peu cette passion, parce que c'est vrai que je sais pas si t'es toujours super motivé à 100% pour faire tes teams, ou bien t'as aussi de temps en temps dit wow, j'ai ça à faire. Je suis un peu moins motivé. T'es toujours au taquet quand tu fais tes teams, ou bien t'as des moments un peu comme tout le monde où ouais, bof. Non, franchement, j'ai 0 coup de mou pour ça. Parce que je sais que c'est mais après on va toujours, tu vois, c'est que là on parle toujours d'investissement. On parle pas de jeu. C'est ça. Et c'est ça qui est dommage, entre guillemets, parce que moi je suis toujours motivé autant, parce que je sais que ça peut me dégager du retour sur investissement. Mais c'est clair que si tu parles qu'en termes de gameplay, bah ça serait pas non plus la folie. Mais non, je suis toujours aussi motivé, et j'adore ce jeu, mais le côté social, j'adore. Et ce que fait Jobs là, dans un bar à Chambéry, j'espère vraiment que ce genre d'initiative va se répéter à Paris, partout dans les grandes villes. Parce que rencontrer les joueurs Sorare, c'est, pour ceux qui l'ont pas fait, et je sais qu'il y en a beaucoup, franchement, si vous parlez à des gens régulièrement, parce que comme on l'a dit, hein, il y a beaucoup de communautés qui sont créées, ça serait vraiment bien que vous les rencontriez, parce que c'est une expérience, je trouve, incroyable, et c'est top, quoi. Donc c'est surtout quand c'est en petit groupe. Ouais, en petit groupe, bien sûr. Parce que c'est vrai, je l'ai jamais fait, mais je peux imaginer s'il y a 30, 40, 50 managers, tu voudras discuter avec tout le monde, mais c'est pas possible. Ouais, ou bien vous partez par 2 semaines en vacances, bon là c'est un peu plus compliqué, mais en petit groupe, là c'est vraiment vraiment chouette, parce que ça permet d'échanger, ça permet de rebondir,
Je trouve ça beaucoup plus fun quand ça allait, je trouve peut-être jusque 10. Vous étiez parti à combien quand vous étiez parti à 10, ouais, tu vois, 10, mais franchement, 10, t'as raison, 10, parfait. je pense que c'est le max, parce que après, comme tu dis, tu parleras moins et tout, c'est compliqué. Bah écoute, super. Bon, on va taguer Nicolas Julia pour essayer de développer ce système de guild, et c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment fun. Bon, j'ai pas vraiment de sujet d'actualité vraiment top. Je trouve qu'on a déjà parcouru pas mal de choses qui ont été annoncées ces derniers temps. Je vais juste te demander ton avis sur les nouvelles divisions, tout ce qui est underdog, spécialiste, comment est-ce que tu les trouves? En fait, je pense que ces divisions, elles sont bien pour notre type de galerie. Typiquement, j'ai pas mal de joueurs où chaque game week, je sais pas trop quoi en faire, donc tu sais, je remplis un peu. Maintenant, moi, je suis pas le genre à faire du scouting spécial pour ces galeries-là, donc je suis assez neutre en fait. Je peux pas te dire que j'ai beaucoup aimé. C'est une innovation, c'est un changement, on va dire. Mais honnêtement, je pense pas que ça va révolutionner pour les petits surtout. Ça va pas révolutionner leur gameplay. Même l'underdog, moi, je trouvais que le gameplay bien, franchement. Moi personnellement, je trouve ça bien parce que pour ceux qui aiment bien fouiner, qui aiment bien passer du temps, c'est ça. Je vais pas prendre enfin aussi, je vais quand même le prendre l'exemple du manager qui a gagné la underdog rare cette game week-ci. Ça, c'est énorme. Qui gagne Mbappé en rare, c'est juste énorme de chez énorme. Un gros coup de chance évidemment, mais voilà, ça demande aussi pas mal de travail. Moi perso, je trouve que ça donne la possibilité à des managers avec des gros budgets, de mettre au profit leur recherche, les heures qui passent dessus. Et moi personnellement, j'aime bien participer à l'underdog. D'ailleurs, la dernière, je râlais un peu parce que j'allais être vraiment bien classé et j'ai un joueur qui était DNP, qui n'était pas prévu d'être DNP malheureusement. Pour la spécialiste, je suis un peu... Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Après, les grosses galeries, en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu as beaucoup de joueurs, toi, que tu pourrais mettre en underdog? Parce que moi, personnellement, en rare, j'ai pas énormément de joueurs avec des scores un peu pourris. J'en ai, je pense, juste assez pour les mettre dans les spécialistes, mais underdog, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, moi en rare, j'ai pas de problème pour l'underdog. C'est pour ça que je dis que pour moi, ma galerie, ça va bien, mais qu'après, je peux pas trop me mettre, j'ai pas envie d'être démago ou quoi, je peux pas trop me mettre à la place de celui qui a une petite galerie et qui joue, parce qu'en fait, je sais pas si vraiment lui, ça va lui apporter quelque chose. C'est surtout ça que je voulais dire. Moi, je sais qu'à moi, oui, en tant que grosse galerie, ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte une division en plus, je peux mettre un peu mes cartes pourries. Maintenant, comme tu dis, je pense que si tu fais du scouting, là, ouais, il y a moyen de faire quelque chose en underdog, parce que les scores sont pas non plus, c'était élevé, mais c'était accessible, je trouve. Ouais. Et en faisant du scouting, tu peux... Après, le problème, c'est que quand t'as un budget limité, que tu fais du scouting, et si tu te loupes dans ton scouting, et qu'il y a une carte que t'arrives plus à vendre, ou qu'elle perd énormément de valeur, tu vois, ça peut aussi te pénaliser à ce niveau-là. C'est ça qui est compliqué, en fait, avec l'underdog. Ouais, moi j'ai quelques retours de managers qui essayent d'anticiper par rapport au calendrier, et qui regardent les joueurs avec un score à 40, 41, qui vont avoir des match-ups difficiles, et puis... Ah putain, ça c'est pas mal aussi, ils ont raison. Ouais, en fait, je l'ai remarqué aussi moi-même, en dehors du retour que j'ai eu de pas mal de managers, c'est que je reçois des offres de temps en temps pour des joueurs qui ont un scoring, surtout des gardiens, de 41, 42. Donc, je dis, tiens, pourquoi? Et au début, je me posais la question, pourquoi il me fait une offre alors que je ne l'ai pas mis en vente? Et après, après la troisième offre, j'ai compris qu'en fait, ils sont des joueurs, des managers qui spéculaient un peu sur une baisse du scoring en L15 pour pouvoir ensuite aligner ces joueurs qui sont quand même pas mauvais, qui étaient absents, qui n'avaient pas fait des gros scorings, des choses comme ça, pour pouvoir les aligner dans le futur dans une underdog ou une spécialiste, quoi. Je trouvais ça pas mal. On voit qu'il y a certains managers qui sont au taquet là-dessus. Mais tu sais, t'as raison, et je pense qu'aussi il y en a qui spéculent, enfin du moins ils se disent, imagine le score, le 15e score du mec, c'est 50 ou 55, et qu'il a 41 de L15 comme tu dis, tu sais que à la prochaine game week, du coup ce score de 55 va disparaître, donc potentiellement il peut être en dessous des 40 aussi. Voilà. Il y a ça aussi. Ouais. Pour ça, je trouve ça vraiment pas mal, et il y a des managers qui trouvent ça assez fun. Ce qui est bien, c'est que ça récompense la grind. Ça récompense le fait de grinder, le fait de grinder le jeu, quoi. Ça, c'est vraiment bien, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Questionnaire rapide, t'es prêt? Allez, ouais. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare, et pourquoi?
Alors, dans la vie réelle, Benzema, très clairement, parce que ce qu'il fait actuellement, c'est fantastique. Moi, je l'ai toujours aimé, ça a toujours été mon joueur préféré depuis qu'il est à Lyon. Je sais pas, j'adore ce joueur, il sait tout faire. Et sur Sorare, écoute, moi je dirais Dusan Tadic, parce qu'il m'a fait pas mal de récompenses, quoi, on va dire. J'ai gagné beaucoup de récompenses avec lui, et j'adore ce joueur, quoi. Je le trouve élégant quand il joue, voilà. Ouais, c'est la classe. C'est la classe, t'as Ouais. dit. Bon, et Benzema, je peux pas te dire non. Tu peux donner la main à Job Zenente 23, qui est aussi complètement dingue Allez. de ce joueur-là. Mais Ouais, il a encore fait un match énorme avant-hier, là. Oh là là. ouais. Enfin, un match énorme. Il a été hyper décisif. Il a pas eu 36 occasions. Il a fait une barre, un but, et voilà, merci, au revoir. Mais C'est fou. ça, c'est dingue, hein. À 34 ans, franchement, ce qu'il fait, c'est dingue. Mais il joue de mieux en mieux, en fait. Ouais. Depuis le départ de Ronaldo, il a pris une autre dimension, et je trouve dans beaucoup de sports, de plus en plus, les top professionnels, pas dire seulement les top joueurs, mais les top joueurs qui sont très professionnels, et Benzema en fait partie. Je prends un LeBron James qui est aussi un exemple pour tous. Ces gars-là, ils arrivent à s'améliorer malgré la prise d'âge, parce qu'ils sont plus intelligents, ils ont plus d'expérience. Et prends un Modric aussi, hein, c'est juste phénoménal à son âge. Il n'y a jamais un joueur, tu remontes à 10-15 ans, c'était exceptionnel qu'un joueur tienne aussi longtemps, donc c'est fou. Ton plus beau résultat? T'en as vraiment beaucoup pour le coup, donc... Ouais, c'est... Alors tu vois, effectivement, j'aurais pu te dire j'ai gagné en D2 Chump, en D3 Chump, etc. Mais j'ai gagné plusieurs fois, alors qu'il y a une victoire que j'ai eue il y a très longtemps, et je m'en souviendrai. Parce qu'à l'époque, en plus, il y avait des SR, des stars SR à gagner, et j'avais gagné, je crois, Chesney ou Zielinski. Ah non, je l'ai gagné, je sais plus, un des deux. Mais j'ai gagné la D1 à S. Donc en plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de managers qui l'ont gagné, tu vois. Donc je suis assez fier. C'est mon plus beau résultat sur ça. Tu te rappelles avec quel team ou pas? Ouais, c'était pendant les replays. J'avais du coup Lopez, Smalling. Je devais avoir Verschkarin au milieu. Verschkaren, Et, d'Anderlecht ouais, ou Hadji, je sais plus, l'un des deux. Et j'avais Haller en attaque. Je me rappelle plus exactement de l'équipe, mais je me rappelle juste que Haller, en fait, c'était avec l'ancien scoring, et que c'était la seule fois de l'année où il avait marqué un triplé. Donc voilà. Justement, parlant de... Parce que tu en avais parlé tout à l'heure de l'ancien scoring, brièvement, parce que je pense pas qu'on l'a déjà abordé sur le podcast. C'est très brièvement, c'était quoi? Ouais, bien sûr. L'ancien scoring, dites-vous que au niveau des défenseurs, les interceptions et les tacles, c'était pas compté, c'était juste les passes et les dégagements. Donc lorsqu'un joueur faisait un dégagement, il avait 0,5. Le scoring était pas compris entre 0 et 100. Il partait de 0 et tu pouvais avoir n'importe quelle note, tu pouvais même avoir des notes négatives. Pour les gardiens, le clean sheet, c'était, je crois, 8 points en gros. Un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et après, les arrêts, c'est pareil, c'était 2 points, quelque chose comme ça. Pour les milieux, c'était beaucoup de passes, mais voilà. En fait, ce qui était vraiment récompensé, c'était les buts, les actions décisives. Et les actions décisives, donc c'était 7 points le but, plus 2 points pour le tir cadré. Donc ça faisait 9 points en gros. Et à titre d'exemple, mon Haller, c'était une note incroyable à l'époque. Il y en a pas beaucoup qui l'ont eu, mais cette game week là, il a eu 45. Donc c'était énorme. Et voilà, ça m'a permis de... Ah ouais, c'était complètement différent, quoi. Ah oui, rien à voir. Et c'était beaucoup moins détaillé surtout. Là, on est sur un scoring beaucoup plus détaillé, beaucoup plus juste aussi. Ok. Et un mec Donc, comme ouais, Morioka était nul. C'est fou ça. Et c'est à quelle période qu'ils ont changé ça? Je sais plus, je crois que c'était septembre 2020, un truc comme ça peut-être. Je sais plus franchement. Ils avaient fait une première itération. Moi je me suis inscrit le 30 décembre je pense 2020 et j'ai connu le système actuel. Donc ouais c'était avant ça, septembre alors. Ouais, c'est fou. Et comment ça avait été accueilli à l'époque? Très bien accueilli parce qu'on l'attendait depuis longtemps. En vrai, parce que ce scoring-là, t'avais des joueurs comme Declan Rice ou même Morioka. Bon, Morioka était un peu moins hype à l'époque, donc tout le monde s'en fichait un peu. Mais Declan Rice, à l'époque, il était énormément suivi. Et il faisait des scores de 4, 5, tu vois. Donc 4-5, tu fais rien avec un score comme ça. Donc c'était pas... Donc les gens râlaient un peu sur le scoring. Les gens ont toujours râlé sur Sorare, faut le savoir. Ouais. C'est pas nouveau quoi. C'est ça. Tes plus belles récompenses. Ta plus belle récompense. Alors, je vais dire franchement, j'en ai gagné pas mal aussi. J'hésite entre deux. Faut savoir que j'ai gagné 2 Mbappé rares que j'ai revendu direct quasiment à 2,5 Ether.
Je suis le roi du trading, faut le dire. Ouais, je regarde sur ta galerie, t'en as pas une. Tu l'aimes pas? Mbappé? Ouais. Non, je l'ai pas gardé. Je les ai tous vendus. En fait, je partais dans l'état d'esprit qu'Mbappé, surtout à l'époque, il y avait mieux que lui sur Sora, hein, bien sûr. Attention, parce que sinon je vais. Mais en U23, il y avait mieux que lui pour moins cher. Et moi, je suis vraiment dans l'utilité, en mode, je fais du full SO5, comme j'ai dit. Ouais. Donc, franchement, c'était full utilité. Et je me suis dit, Mbappé, il est pas si utile que ça. Voilà. Ouais, voilà. Tu vois dans quel état d'esprit j'étais. Mais franchement, ma meilleure récompense. Et même pas pour l'aspect collection, tu t'es pas dit ouais, ce joueur-là, c'est une star, il vaudra beaucoup plus cher rien que parce que c'est un gros nom. Non. Franchement, j'ai eu aucune sensation au niveau de la collection. Moi, je t'ai dit, je suis trop dans l'utilité et c'est un de mes défauts. Hein. Et non, mais c'est pas question de défaut, c'est une stratégie comme une autre, tout à fait. Donc, et ta stratégie, elle a prouvé, excuse-moi, que elle fonctionne super bien. Donc voilà. Mais je me rappelle plus qui c'est que j'avais à sa place, mais je pense, je devais avoir Osimhen, des joueurs comme ça, tu vois, qui en termes de stats à l'époque étaient comparables, hein, parce que je suis pas fou non plus. Mais j'avais peut-être d'autres joueurs, je me rappelle plus. J'avais des joueurs qui pouvaient le remplacer. Tu voudrais l'avoir en rare? Ouais, là si je l'ai, je le garde. Parce que c'est vraiment trop un monstre en fait. Ouais, tu vois. Je trouve aussi. Au niveau du prix aussi, c'est trop un monstre. Donc oui, c'est ça. Mais je pense que si je gagnais à Mbappé ou à Haaland, je garde. Parce que quand même... Ouais, les deux sont monstrueux. Ma plus belle, parce que du coup ça c'était pas ma plus belle récompense. Ma plus belle récompense que j'ai encore, c'est Musiala, super rare, que je garde. Quand je l'ai gagné, j'étais fou parce que elle est magique cette carte. Je suis amoureux de ta carte là. Ah, franchement, ouais. Musiala, franchement, je l'adore. Moi aussi. Je l'ai eu, il avait 17 ans en plus. Ouais. C'est le futur du Bayern, le futur de l'équipe nationale allemande. Moi j'adore ce joueur, vraiment, je trouve. Il est propre, il est physique, et derrière sa tête de poupon encore, parce qu'il fait vraiment très jeune. Il est physique pour sa corpulence. Ouais, hein. Vraiment. C'est ça. Et pour son âge, c'est fou comment il est développé, super technique. Très gros joueur en devenir. Donc ouais, garde-la au chaud. En plus, t'es tranquille hein, pour ta SR U23. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. SR U23 ou D3 U23, tu fais comme tu veux, mais ça va être du très très lourd. Bon, t'es en plus gros coup de poisse. Ça a dû ouais. J'en ai à part la vente de tes uniques. Ouais, bah il y en a beaucoup franchement des coups de poisse. J'ai choisi une qui est ça m'a saoulé. J'étais dégoûté. Alors c'était pendant le gros pub de mars en 2021. Tu l'as connu en plus, Mehdi, je pense, non? Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, c'est pour ceux qui étaient là, c'était arrivé d'un coup. Et je voulais en profiter un peu, mais je pensais jamais que ça allait passer. Donc je mets en vente mon Neuer super rare pour 5 Ethers. Je me dis, 5 Ethers, impossible que ça passe. Je l'avais acheté, je crois, 1,5 ou 2 max quelques semaines auparavant. Donc je me dis, impossible que ça passe, tu vois. Mais moi en plus, j'avais qu'un seul gardien SR, donc me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Me demande pas. Même moi je sais pas. Et je laisse, et ça monte. Et j'y pensais plus en fait que je l'avais mis en vente, tu vois. Mais je commence à enlever les joueurs. Parce qu'avant, tu sais, tu pouvais pas filtrer par vente. Et je commence à enlever les joueurs que j'avais mis en vente parce que je vois que ça monte vraiment pas mal. Là, un matin, je me réveille et je vois que mon Neuer il s'est vendu. Je fais non, j'avais mis Neuer en vente, j'étais dégoûté, tu vois. Alors que je venais de gagner 5 Ethers. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je contacte le manager Zima Blue, pour ceux qui connaissent, grosse baleine aussi. Ah oui, il a débarqué là, il a tout mangé là. Ouais, il a tout mangé à cette époque là. Ouais. Et je lui dis, en anglais bien sûr, excuse-moi, écoute, j'ai mis mon Neuer par erreur en vente. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me le redonner, quoi, au même prix? Je lui ai même dit, je crois, je te donne 5,2. Et là, il me rit à la gueule, mais genre vraiment, il me bloque. Depuis, je me suis bloqué par ce mec de partout. J'ai les offres, je peux plus lui faire. Sur Discord, je peux plus. Bon, après, je peux comprendre parce qu'un mec qui revient de voir, qui dit qu'il a fait une erreur et tout, qui se rend compte de sa bêtise, bon, ça peut un peu énerver. Et voilà, j'étais énervé. Bon, mais écoute, j'ai compris que je pouvais pas récupérer mon Neuer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets à la recherche d'un nouveau gardien, tu vois. Je te laisse deviner sur quel gardien. SR Chup, un grand gardien que j'ai acheté pour 4,75 Ethers, donc quasiment la même chose que j'ai vendu Neuer. Je suis tombé le seul gardien qui a perdu sa place depuis. J'ai acheté bien évidemment Keylor Navas, parce que je me suis dit, c'est sûr, Navas, y a pas de problème, franchement il a re-signé, c'est le gardien du PSG, il avait fait une saison monstrueuse, impossible qu'il soit bench, tu vois, l'année prochaine. Et bah voilà, on connaît la suite.
Ouais, bah écoute, en même temps, c'était le PSG. Donc, ça, tu peux être sûr de rien. Ouais, y a que si t'as Mbappé, Messi, tu sais que normalement... Bon, en même temps, tu patientes un peu. Je pense pas qu'ils vont recommencer ce même folklore la saison prochaine. J'espère. Navas, c'est énorme. Enfin, je le vois pas continuer... Il est trop compétitif, Navas, et il est vraiment trop bon encore. Je crois qu'il a au moins encore une année, voire 2 ans devant lui. Donc, un peu de patience, ça ira. Après, j'espère qu'il ira dans un bon club. Ouais, moi aussi. Parce que s'il va dans un club qui titue et qui s'en prend plein la tronche, c'est vrai que... Bon, en même temps, il aura du taf de toute façon, donc... Ouais, ça va. C'est un coup de poisse, ok. Ouais, mais un peu de patience, je pense que t'auras un retour. T'auras un retour là-dessus, ouais, voilà. Alors, tes 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare. Alors, j'ai oublié de te préciser la Bible. Évidemment, tout le monde est sur la Bible de Sorare Data, mais 3 autres onglets. 3 autres onglets que SD. Là, tu me poses une colle. Non, bien sûr, Sorare Club. Par tort. Pour les DNP. Ouais, pour les DNP, pour le live feed. Bah, du coup, Twitter, je suis quasi tout le temps dessus pour checker tout ce qui se passe, même en termes de rumeurs de transfert ou de DNP. C'est une veille continue. Et bien sûr, quand je suis sur Sorare, je vais sur des IPTV. Mais il ne faut pas le dire. les matchs en live. Exactement. Et quand tu fais tes line-up, donc Sorare Club BNP, bah après tu check aussi, parce que c'est vrai que Sorare Club c'est une bonne base. Il y a pas tout dessus, en tout cas jusqu'à la deadline. Donc quoi, c'est Twitter essentiellement, ou bien t'as encore autre chose Compte fan de club sur Twitter direct, et comme je te dis, c'est de la veille continue en fait, pour éviter d'avoir un gros taf à faire le vendredi matin ou le mardi matin. Je fais une veille continue toute la semaine, comme ça je suis au courant de tout. Et honnêtement, Sorare Club, j'y vais, mais c'est genre juste pour confirmer ou pour voir un truc que j'ai pas vu, ce qui arrive rarement quand même parce que je passe du temps dans mes recherches. Mais les comptes fans, honnêtement, pour ceux qui galèrent un peu avec la DNP, même avec Sorare Club, je vous conseille de suivre les comptes fans français ou même anglais, si vous parlez un peu anglais, de chaque club. Comme ça, vous loupez quasiment rien. À part la dernière fois, quand ils t'annoncent que Hernandez et Coman se sont pas entraînés à 12h01. Ouais, mais ça, voilà, tu peux pas. C'est la haine. Et Marquinhos l'après-midi aussi qui est annoncé out. Donc ça, tu peux pas le savoir et tu peux pas t'en vouloir. Mais globalement, je fais comme ça et ça marche très bien. Est-ce que tu te joins à l'appel de plus en plus pressant pour que Sorare redécale la deadline à 17h heure française au lieu de midi, qui permettrait à nos amis américains de dormir peu plus longtemps? Mais bien sûr, moi je pense surtout à nos amis américains. Tu penses, je ne pense pas à moi. Non, moi non plus. Mais moi je pense à eux, les pauvres américains qui sont obligés de se lever à 6h du matin à New York, ou encore plus tôt, pour faire leurs équipes. Ah ouais, 6h, New York. Quand tu regardes Los Angeles, là il y a 9h en moins, les gars, la deadline il y a 3h du mat, quoi. Non, mais en vrai on en rigole, mais en réalité c'est quelque chose qu'ils devraient faire vraiment. Et puis après le problème qui se pose, on le sait, c'est pour tu vas perdre des matchs, etc. Mais là si tu veux être mainstream, honnêtement, il y a quasiment pas de match qui commence avant 18h, quoi. C'est excessivement rare. Je suis d'accord. Puis regarde, au pire le match ira dans l'autre game week. Ouais, bah il y a eu ça il y a pas si longtemps avec un match japonais, je pense, qui commençait à midi ou midi 30, et il était comptabilisé dans la game week d'avant, non? C'était 11h, je crois, 11h30. Ou 11h. Parce que midi, à partir du moment où c'est midi, ça... Ah non, midi, oui, t'as raison. C'était non, pour je pense il y a 2 game week, je pense. Oui, c'était pour le changement d'heure, t'as raison. Il était à midi le match, et en fait la deadline de la game week était à 13h à ce moment-là. C'était très particulier. Bon, ben, je me joins aussi à l'appel. Alors, ton joueur à suivre? Alors, mon joueur à suivre, j'en ai mis 2. Parce que j'aime bien Scovolsen du club de Bruges, mais malheureusement il a pas de carte pour le moment, donc on va pas mettre. Il a pris la place de Vormer. Ouais, mais qui est vraiment bon, franchement. Et sinon, un joueur que je regarde, parce que je regarde pas mal de matchs de Salzbourg, j'aime beaucoup le petit je sais pas comment dire, voilà. Sewald. Sewald, ouais. Ouais, Sewald, en fait je trouve qu'il est comme on dit, comme les OG de Sorare disent, il est méta Sorare, c'est-à-dire que son scoring est fait pour bien fonctionner sur Sorare, milieu qui te fait pas mal de AA, généralement il a quand même
entre 10, 15, 20 de AA par match, tu vois, c'est quand même raisonnable, et qui fait surtout pas mal de DS aussi. Donc franchement, l'année prochaine, je pense qu'il sera titulaire, enfin il l'est déjà, mais je veux dire, il sera encore plus titulaire, parce que là, il peut ne pas l'être si l'équipe est full. Donc l'année prochaine, il va l'être, c'est sûr, et puis en plus, c'est le futur de l'équipe d'Autriche, donc let's go. Ok, merci. On attaque la dernière partie, les questions-réponses. Donc questions sur le fil Twitter de Mediasorar. Alors première question de Gabriel Stump. Pourrait-on avoir des infos sur la routine de SRR1 dans la conception de ses teams ? 213 Ethers de reward, il a peut-être 2 ou 3 tips valables. Voilà. Ouais, bon, on en a un peu parlé, je sais pas si tu voulais rajouter encore autre chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on en a parlé quand même. Vraiment, moi, ma routine, c'est... je fais mes équipes directes, enfin, dès que la Game Week est ouverte, je fais... Tu commences par quelle division ? Excuse-moi, tu commences par quelle division ? Chump D3, mais après, enfin, en gros, de la Chump, quoi. Je fais Chump, après je fais U23, après AS, et après je passe dans les autres divs, quoi. Chal, America et Asia. Okay. Mais je privilégie les D3, bien évidemment. Après, bon, ça concerne pas tout le monde. Surtout des D3, les D2 pas trop, mais je fais mon équipe en fait direct dès que la Game Week ouvre, comme ça j'ai déjà un visuel, je fais ma première équipe avec mon sentiment à moi. Ensuite, je regarde sur SD généralement l'opponent score, etc. pour voir un peu où ça en est en termes statistiques, voir si moi, ce que je pensais être bien, est-ce que c'est reflété aussi statistiquement. Si ça ne l'est pas, je me pose la question, est-ce que je change, est-ce que je change pas. Si ça l'est, du coup, je laisse. Et ensuite, comme j'ai dit, je fais une veille continue des blessures et des news sur Twitter. Que Twitter, hein, franchement, moi, Twitter et Soar Club, mais Soar Club vraiment en dernier recours. Souvent le vendredi à 11h, tu vois, je regarde Soar Club. Ouais. Mais sinon, je pensais, tu vois, que Soar Club, finalement, ça allait me permettre de gagner du temps. Ça m'en gagne, mais finalement, c'est vraiment plus en mode c'est vraiment pour confirmer ce que j'ai déjà vu. Ouais, parce ou c'est je peux pas me fier. J'ai quand même un peu vérifié. C'est ça. Dit, comme base, c'est pas mal. Parfois aussi, il y a des news, tu sais, des bonnes news. Du style, tel joueur il est absent, et puis après, non, en fait, il y a une nouvelle, peut-être de la veille ou d'il y a quelques heures, en disant non, il est bon, il est partant. Donc, Twitter, pour ça, c'est indispensable, je dirais, même. Deuxième question de Parir Panache, qui a été invité sur ce même podcast. Le petit championnat que tu as le plus de plaisir à suivre tous les week-ends grâce à Sorar. Honnêtement, la Jupiler, clairement, loin devant, parce que il y a toujours ce... tu sais, c'est comme quand, voilà, tu connais un truc depuis... Les premiers amours. Voilà, exactement. Ça reste. Mon petit Junyaito, tu vois. Et puis, il y a quand même pas mal de pépites ensuite qui partent dans des gros clubs, quand même. Hein. Le championnat belge, quand même, il est assez connu. Et pas mal de teams, comme Bruges, comme Gand, ils ont le don d'aller chercher des petites pépites. Genk, pardon, j'allais oublier. Sinon, Marie, c'est clair. Genk, ils sont très forts pour former. Les joueurs, généralement, ils partent franchement dans des gros clubs. Les jeunes, on se souvient de Kevin De Bruyne. De Bruyne, comment vous dites en Belgique ? De Bruyne. Ou Koulibaly, même, Courtois, tout ça, ça vient de Genk, faut pas l'oublier. Ouais. Et par contre, je trouve qu'il y a certaines académies qui forment moins bien en Belgique. Même si t'as des joueurs qui sont bons, généralement, quand ils vont partir à l'étranger, ils vont être moins bons. L'Antwerp, tu vois, je trouve que c'est une académie qui forme pas, par exemple. C'est compliqué. Mais moi, en Belgique, j'aime bien Bruges et Genk. Je trouve que c'est des super académies. Le Standard avant, mais là, ils ont un peu plus de mal ces derniers temps. Ils ont des gros problèmes financiers. C'est le problème. C'est ça. Vraiment, ils sont tous expatriés presque. Et puis Anderlecht avant, mais c'est vrai que depuis que Sorar existe, Anderlecht, c'est pas bon. Mais avant, c'était... vraiment hyper connu au niveau des jeunes. Mais après, tu vois, Mehdi, Anderlecht, là, il forme, mais tu vois, il y a beaucoup de jeunes à Anderlecht, mais tu sens que ça peut pas être des joueurs, comme tu te dis, qui vont bien, des pépites dans d'autres championnats. On sent que c'est des petits joueurs quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais surtout les derniers, t'as Tielemans qui est parti à Leicester, qui est quand même bon. Ouais, il est bon. Ça fait longtemps après, mais... Voilà, mais bon, il y a un autre, Alexis Salemakers, qui joue à Milan. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bon, c'est pas... Voilà. T'as Verschkaren, peut-être Verskaren, Yuri Verskaren. Ouais, à voir. C'est... voilà. J'ai sa carte, j'aime bien le joueur, mais... il explose pas le championnat belge, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est encore un peu en dents de scie, je trouve. Après, t'as des autres qui, on attend qu'ils explosent, des Amouzou, des El Hadj,
Ils Ouais, ont ça un fait bon longtemps déjà qu'on défenseur attend. de Bast. On lui promet un très très bel avenir. Mais c'est vrai que c'est pas folichon. Et d'ailleurs, les meilleurs jeunes, ils viennent, ils sont empruntés, quoi. C'est un peu comme l'année passée, t'avais Nmecha qui cartonnait, t'as Zirkzee cette année, mais ils ont Ouais, pas c'est la ça, possibilité ouais, de garder des joueurs pareils, c'est pas possible. Pourtant, c'est des très bons jeunes, mais voilà, ils sont clairement pas issus de l'école de formation. Alors, troisième question de LBD Ant. Quel peut être, d'après toi, l'impact d'un événement comme la Coupe du Monde sur Sorare s'il décide de mettre en place une vraie campagne de com? Bonne question. Franchement, je pense que ça peut... Après, j'aime bien la fin de la question, parce que c'est vraiment pour moi ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais s'ils font ça, ça peut être énorme, parce qu'on sait que les paris sports, enfin, ce soir ce n'est pas des paris sportifs, mais ça touche une cible. Enfin, généralement quand t'aimes bien les paris sportifs, tu vas bien aimer ce soir. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais. Moi je viens pas des paris sportifs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens parieurs ou des parieurs qui sont sur Sorare, énormément même. Ouais, c'est ça. Donc quand on voit eux, lorsque la Coupe du Monde commence, ils se font énormément de paris qui sont faits. Donc on peut se dire qu'un événement comme la Coupe du Monde, s'il est bien marketé, s'il y a une bonne communication, ça peut forcément, les prix des joueurs qui font la Coupe du Monde vont forcément augmenter. Ouais. Enfin, on croise les doigts pour que Sorare y pense. Très sérieusement, on va de nouveau taguer Nicolas Juliet là-dessus. Et Mehdi, tu penses, toi, qu'il y aura un gameplay spécial Coupe du Monde, ou comme l'année dernière pour l'Euro, il y aura on peut l'espérer. Alors, au moins avoir des... j'espère. Ça serait quand même top, et je pense que ça serait normal aussi. C'était top quand même, ce qu'ils avaient fait pour l'Euro. Moi j'aimais beaucoup. On pouvait même aligner, je pense, un common. Alors je pense pas que ça sera encore le cas, mais je leur fais confiance par rapport à ça pour trouver un bon gameplay adapté aux différentes raretés. Ça peut être très fort. Une autre question de Sorare Hang San. Est-ce que les ligues uniques en SO5 sont un objectif pour toi, ou la concurrence prix est déjà trop élevée? Tu as répondu. Ouais, j'ai déjà répondu. C'est être compliqué, trop de concurrence, mais on y pense dans un coin de la tête. Et deuxième question de sa part, c'est: as-tu déjà des idées pour la suite du Sorare Show? Écoute, j'ai des idées. Maintenant, là, j'étais dans les partiels, à la fin de mes études. Là, on va commencer avec Sorare Data. Donc, en fait, c'est pour ça que ça met peut-être du temps. Là, je vous le dis tout de suite, ce podcast-là est beaucoup plus professionnel que le Sorare Show. Non, mais c'est parce que j'ai un super monteur derrière Laurent. Ouais, mais je pense qu'il y a même pas que ça, tu vois. Après, il faudrait que je lui mette encore plus sérieusement, et je compte le faire. Maintenant, ça sert à rien de le dire, il faut le faire. Et oui, j'ai plein d'idées, mais je peux pas trop en parler. Après, là parce toi, que, c'est chaque semaine aussi, hein. Ouais. Moi, c'est toutes les 2 semaines, et c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes pour faire ça un peu plus régulièrement, mais au niveau de mon planning, c'est juste pas possible. Donc c'est vrai que si j'ai envie de faire quelque chose de qualité, il faut du temps pour préparer chaque émission, et là pour le moment, je sais pas faire mieux que toutes les 2 semaines, donc c'est un choix. En plus, Mehdi, je pense qu'on a vraiment le même état d'esprit. Nous, on fait pas ça pour l'argent, loin de là, parce que dans tous les cas, ça nous fait rien gagner. C'est pour le fun. Mais c'est pour le fun et pour la communauté, quoi, pour faire du contenu, parce qu'il en faut. En fait, typiquement pour moi, que ça soit un podcast ou même nous, notre émission qu'on fait, c'est pour moi le contenu qui est le mieux, enfin, pas qui est le mieux, mais je veux dire, qui est le plus facile à faire sur Sorare, parce que ce soit les streamers actuels, donc Fusio, The Noob ou Jobs. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup. Enfin, il y en a. D'ailleurs, si ils écoutent ce podcast-ci, il y en a tellement que je voudrais inviter. J'en ai déjà contacté beaucoup, mais il y en a de plus en plus qui se rajoutent, et de plus en plus qualitatifs. Et bon, là, toutes les 2 semaines, c'est pas possible. Ça fait que 26 sur un an, et ça demande un peu de temps. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais je disais juste que moi, je trouve qu'ils ont on peut leur donner beaucoup de crédit à ces gens-là, parce que j'aurais été incapable de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire de faire du contenu comme ça régulièrement, parce que eux, la plupart, c'est 2 fois. Et je pourrais pas... Moi, déjà, de base, j'y voyais pas d'avenir à ce genre de stream, tu sais, où tu streams et tu montes tes équipes et tout, tes récompenses. Parce que je me suis dit, mais les gens, ils vont pas s'intéresser, c'est pas intéressant, tu vois. Je me disais, le truc qui peut intéresser, c'est quand tu parles de Sorare avec d'autres gens, une émission, donc c'est pour ça que on a fait le Sorare Show. Et franchement, beaucoup de crédit à ces gens-là. J'avoue que moi, je pensais que ça allait pas fonctionner. De toute façon...
ça fonctionne très bien. On le voit encore, même The Noob là, que t'as interviewé il y a 2 semaines, c'est formidable. Tout ce qu'il arrive à faire et tout le contenu qu'il crée, quoi. C'est du taf, quoi. Enfin, quand tu es du stream, bon, déjà, tu dois planifier. Il y en a qui font ça régulièrement. Après, c'est vrai, quand Sorare, c'est ton job, il y a The Noob, mais il y a aussi Fuzio aussi, qui est à 100% là-dedans. Jobs NNT, ben voilà, eux, c'est leur job, donc forcément, c'est plus facile à intégrer dans leur planning, mais ceux qui, en plus, le font pour le fun et font des montages pour YouTube, où tu as un montage derrière, etc. Enfin, c'est la passion qui t'anime, parce que tu sais que derrière, finalement, oui, tu auras peut-être un peu d'affiliation, des choses comme ça, c'est clair, mais si t'as pas la passion, tu peux pas le faire. Enfin, c'est un peu comme toi aussi avec Sorare Show. Si t'as pas cette passion, si tu prends pas toi personnellement du plaisir, et moi c'est la même chose, je prends énormément de plaisir quand j'échange avec des invités. Si j'ai pas ça, c'est juste pas possible de continuer, quoi. Ah, c'est exactement ça. Bon, là t'as tout dit, je pense que t'as fait une belle conclusion pour cette question. Bon, alors je passe à la dernière question de Mauricinho. Pour toi, à quelle place va finir le grand stade rennais et pourquoi 2e? Non, c'est l'avant-dernière question. Après. Ouais. Mauricinho, on a déjà discuté. Je sais que c'est un supporter du stade rennais aussi. Et il a déjà donné la place là. Voilà, on va finir 2e, c'est comme ça, c'est écrit. Le Bourrigaud va encore marquer but sur but en cette fin d'année, et puis voilà. Bon, et j'en profite pour poser ma petite question. Au niveau des gardiens, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai gagné la dernière Game Week en rare, le jeune gardien turc Alemdar, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors voilà, et j'ai regardé directement, est-ce que je vais le vendre, je vais le garder, et honnêtement, apparemment, il monte en puissance. Je t'avoue que j'ai pas vu un match de Rennes depuis un bon bout de temps, donc je voulais avoir ton avis là-dessus, sur la rotation avec lui et Gomis qui est assez souvent blessé. Alors, je vais te raconter une petite anecdote, ça tombe bien. J'avais besoin, du coup, avec ma péripétie, tu te doutes bien, de Neuer Navas, j'avais besoin d'un autre gardien et j'avais acheté Strakosha, bref, qui avait été bench. Donc j'étais un peu en galère de gardien SR. Et du coup, quand Rennes est sorti, je me suis dit, bon, allez, je vais acheter Gomis, même si l'année dernière, il était pas serein. Je me suis dit, cette année, ça va être l'année de la confirmation, etc. Il a fait beaucoup de clean sheet, il n'y a pas de problème. En même temps, vu surtout la défense, c'est pas lui qui était ultra fort, on va dire. Enfin, des fois, il faisait des arrêts, mais voilà, il faisait aussi quelques petites boulettes. Et arrive un match, là, il y a, je crois, un mois et demi, je sais plus contre qui, mais où là, c'était plus possible. Je l'ai remis en vente, à la fin du match, je le mets en vente. Et je fais pas souvent ça, parce que tu sais, se faire prendre par ses sentiments et tout d'après-match, c'est très dangereux. Enfin, souvent, tu fais les mauvais choix et tout. Je le mets en vente au prix où je l'avais acheté. Il part dans l'après-midi. Et en SR, pour ceux qui sont sur les marchés des SR, c'est très compliqué. Il n'y a pas de liquidité, donc normalement, ça arrive pas souvent qu'un mec il t'achète direct ton joueur dans l'après-midi. C'est parce que je l'avais pas mis, je l'avais mis pas au market, tu vois, j'avais mis beaucoup plus bas. Il part. Donc, j'étais content, enfin débarrassé de Gomis, parce que j'en pouvais plus. Et annonce de blessure, même pas 3 jours plus tard, donc il était blessé. Je me suis dit, le pauvre qui me l'a acheté quand même. Mais donc pour répondre à ta question, Gomis, c'est clairement pas le gardien qu'il nous faut, surtout si on va en Ligue des Champions l'année prochaine. Alemdar, ça reste un peu trop léger pour moi, et je pense pas que Genesio veuille l'intégrer directement en numéro 1, tu vois. Moi, selon moi, cette année, on va vendre Gomis, enfin en tout cas je l'espère, on va essayer de le vendre cet été. On passera Alemdar en numéro 2 et on achètera un autre gardien. Mais je vois pas honnêtement Alemdar rester en numéro 1. C'est un gardien qui a 20 ans. 20 ans, il est pas mauvais, hein. Après, il a un jeu au pied assez catastrophique. Des fois, il te fait des relances, c'est trop compliqué pour la Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre d'avoir un gardien comme ça pour la Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas non plus la crème de la crème des gardiens. C'est un bon gardien qui a un bon potentiel, mais je pense pas qu'il... Ouais, même au retour de Gomis, au top niveau, quoi. Même au retour de Gomis, il va sûrement perdre sa place. Et le retour de Gomis, je crois, c'est bientôt. Donc, moi, si je te donne... C'est pas un conseil. C'est un avis d'ami. Si je pense que tu peux le vendre, je ne le vois pas rester titulaire en tout cas. Ok, écoute, merci pour ton avis, je vais en tenir compte. Alors, dernière question, on arrive au bout. Petit clin d'œil de notre ami Joe Bettman. Apparemment, on a un point commun. Et je voulais savoir lequel. Je sais pas de quoi il parle en fait. Ouais, moi non plus, mais je t'explique. Alors, en fait, pour Marquinhos et tout, j'ai été un peu pleuré auprès de Joe. Je lui ai dit, ça me saoule et tout. Putain, j'ai fait une bonne game week, Marquinhos et tout. Et il me dit, dis donc, avec Mehdi, vous avez un point commun, vous pleurez beaucoup. Voilà, on est des wine.
On est des winers, apparemment. Ouais, bah non, moi je dis non, je suis un winner, mais quand t'es un winner, tu whines aussi un peu. Ouais, non, sur le groupe Discord aussi du So Addict, ils ont même fait comment on appelle ça, un emoji avec ma tronche, avec inscrit Game Week de merde. Alors ils le balancent n'importe qui, ouais. Je leur fais un petit clin d'œil, bande de, hein, c'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil. Mais bon, voilà, c'est normal de pleurer. Ouais, quand t'es frustré, voilà, Marquinhos là, qui était le dernier match, même chose, a une belle équipe et clac, je vois, ah non, il est out. Et en plus, c'est annoncé dans les minutes qui suivent la deadline, quoi. Il y a de quoi être dégoûté quand même. Non, moi, j'ai un autre wine là en live, c'est hier Liverpool, ma champion avait bien débuté. Je vois Van Dijk sur le banc, je dis mais c'est pas possible. Matip, ok, mais pas Van Dijk. Ah voilà, résultat, ils en ont pris 3. Voilà. et ceux qui ont mis Alisson, eh ben, ils se tapent 25 points ou un peu moins. C'est ça. Oh bah voilà. Bah écoute, on arrive à la fin, Erwan. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et écoute, pour terminer, je sais pas si tu voulais, laisser un dernier mot, dernier conseil, ce que tu veux pour les auditeurs. Non, je vais faire ma promo, Mehdi. Si vous voulez nous retrouver avec The Noob, Torque et Apo, et tous les lundis à 21h, quand je suis disponible, bien évidemment, et que j'ai pas de partiel, à 21h, donc sur le Soir Show, en direct sur Twitch. Mais voilà. Merci en tout cas à toi, Mehdi, c'était super. Petite conversation entre potes comme ça, j'aime beaucoup. Avec grand plaisir, et on se retrouve sur le Discord en privé, en espérant se voir un jour, pourquoi pas. Quand je passe en Belgique, je t'enverrai avec plaisir. De toute façon. Ça c'est prévu. Merci. Merci à toi, Mehdi. On remercie encore notre invité Erwan, alias SR Erwan, pour cet excellent moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar, en allant directement sur le site web ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.